Une histoire touchante de rédemption, d'amour, de passion et de nouveau départ. À seulement 19 ans, elle fut donnée vierge à un homme riche pour régler ses dettes, ignorant que cette nuit-là allait changer son destin à jamais. Si vous aimez les histoires d'amour et les romances, abonnez-vous à cette chaîne et laissez un commentaire. Nous publions des vidéos comme celle-ci tous les jours. À 19 ans, elle fut livrée vierge à un millionnaire brutal pour payer la dette. Cette phrase répétée comme une sentence semblait clouer la jeune Céleste au sol de sa propre demeure. La famille Moreau, engloutie dans des obligations impayables, voyait dans cette négociation l'unique moyen d'éviter la ruine complète. L'homme qui l'attendait était connu pour son tempérament sec, sa façon directe d'administrer fortune et réputation, et la froideur avec laquelle il tranchait les accords. On l'appelait la brute, et il y avait du vrai là-dedans. Sa voix était de pierre et sa présence l'hiver. Mais il y avait aussi une rumeur persistante, presque un murmure. Derrière les gestes durs, il maintenait des codes que peu connaissaient. Dans le petit salon de la maison familiale de Provins, les parents de Céleste évitaient son regard. Son père, Pierre Moreau, ancien propriétaire d'une menuiserie prospère, fixait ses mains calleuses qui ne savaient plus quoi fabriquer depuis que les créanciers avaient saisi ses outils. Sa mère, Marguerite, tortillait son tablier entre ses doigts, les yeux rougis par les larmes qu'elle retenait depuis des semaines. L'odeur de la soupe aux légumes flottait encore dans l'air. Dernier vestige d'une normalité qui s'effilochait. « Monsieur Duval arrivera dans 1 heure », avait murmuré Pierre, sans oser croiser le regard de sa fille. Céleste avait senti ses jambes se dérober sous elle. Tristan Duval. Ce nom résonnait dans toute la Seine-et-Marne, comme celui d'un homme impitoyable, propriétaire d'un empire immobilier bâti sur les ruines de familles endettées. On racontait qu'il rachetait les dettes pour une bouchée de pain, puis réclamait le remboursement intégral avec des intérêts qui s'envolaient comme des oiseaux de proie. Céleste s'était levée lentement, ses cheveux châtains cascadant sur ses épaules tremblantes. Elle portait sa robe bleue, celle que sa grand-mère avait cousue pour ses 18 ans, avec ses petites broderies au col qui lui donnaient l'air d'une poupée de porcelaine. Mais ses yeux verts flamboyaient d'une détermination que ni ses parents ni elle-même n'avaient anticipée. « Je ne serai pas un objet », avait-elle déclaré d'une voix plus ferme qu'elle ne l'aurait cru possible. « Si cet homme veut un accord, ce sera selon mes termes. » Marguerite avait ouvert la bouche pour protester, mais Céleste l'avait interrompue d'un geste. Elle était montée dans sa chambre, cette petite pièce sous les combles où elle avait grandi, rêvé, pleuré. Sur son bureau d'écolière, elle avait pris une feuille de papier et commencé à écrire. Chaque mot était pesé, chaque clause réfléchie. Si sa vie devait changer, ce serait selon un contrat qu'elle rédigerait elle-même. Quand la Bentley noire s'était garée devant la modeste maison des Moreau, tout le quartier avait cessé de respirer. Tristan Duval en était sorti avec la grâce d'un prédateur sûr de sa proie. Grand, les épaules larges sous son costume sur mesure, les cheveux noirs parfaitement coiffés, il avait cette beauté froide et dangereuse des hommes qui n'ont jamais eu à demander pardon. Ses yeux gris acier avaient balayé la façade de la maison, comme s'il calculait déjà sa valeur de revente. Pierre Moreau l'avait accueilli avec des courbettes embarrassantes, bredouillant des formules de politesse que Tristan avait écoutées sans sourciller. Dans le salon, l'atmosphère était si tendue qu'on aurait pu la trancher au couteau. Marguerite avait servi le café dans les tasses de porcelaine héritées de sa belle-mère. Ces tasses qu'elle n'utilisait que pour les grandes occasions et qui tremblaient maintenant entre ses mains. Tristan s'était assis dans le fauteuil que Pierre lui avait désigné, ses longues jambes élégamment croisées, ses mains aux ongles parfaitement manucurés posées sur ses genoux. Il portait une montre qui valait probablement plus que tout ce que possédaient les Moreau, et son regard parcourait la pièce avec cette indifférence calculée des hommes habitués à évaluer et posséder. « Nous voici donc », avait-il dit de cette voix grave qui faisait vibrer les verres sur la table basse. « J'ai étudié votre dossier, monsieur Moreau. Votre dette s'élève à 450 000 €. Avec les intérêts accumulés et les pénalités, nous atteignons les 600 000, une somme que vous ne pourrez manifestement jamais rembourser. » Pierre avait dégluti péniblement. « Monsieur Duval, nous avons pensé... » « Ma fille, votre fille, oui. » Le regard de Tristan s'était posé sur l'escalier comme s'il pouvait voir à travers les murs. Céleste Moreau, 19 ans, étudiante en littérature à l'université de Marne-la-Vallée. Aucun antécédent judiciaire, aucune relation sérieuse connue. « Je suppose qu'elle est... vierge ?» avait chuchoté Marguerite, le mot lui écorchant la gorge. Un sourire sans chaleur avait effleuré les lèvres de Tristan.
Parfait. Cela simplifie les choses. Le mariage aura lieu dans 2 semaines. Elle viendra vivre dans ma propriété de Fontainebleau. En échange, votre dette sera effacée et vous pourrez conserver cette maison. C'est à ce moment précis que Céleste était descendue. Elle avait pris son temps, chaque marche calculée, sa robe bleue flottant autour de ses jambes comme une armure de soie. Dans sa main, elle tenait la feuille qu'elle avait rédigée, et son visage affichait une sérénité qui masquait la tempête dans son cœur. Tristan s'était levé par réflexe, une politesse automatique gravée par une éducation bourgeoise irréprochable. Leurs regards s'étaient croisés pour la première fois, et quelque chose d'indéfinissable avait traversé l'espace entre eux. Elle était plus belle qu'il ne l'avait imaginé, avec ses traits délicats qui contrastaient avec la détermination farouche dans ses yeux. Lui était plus imposant qu'elle ne l'avait redouté, une présence qui semblait absorber toute la lumière de la pièce. « Monsieur Duval », avait-elle dit en s'avançant, la tête haute, « je suis Céleste Moreau. J'ai cru comprendre que vous souhaitiez faire affaire avec moi. » Il avait haussé un sourcil surpris par son aplomb. « Faire affaire ?» Je ne savais pas que les objets de transaction parlaient. Le silence avait claqué comme un fouet. Pierre et Marguerite s'étaient tassés dans leur fauteuil, mais Céleste n'avait pas bronché. Au contraire, elle avait souri un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Justement, monsieur Duval, je ne suis pas un objet. Si vous voulez un accord, ce sera un contrat en bonne et due forme, avec des clauses que j'ai moi-même rédigées. » Elle lui avait tendu la feuille, et il l'avait prise avec une curiosité qu'il ne cherchait pas à dissimuler. Ses yeux avaient parcouru les lignes, et son expression s'était peu à peu modifiée. Surprise d'abord, puis respect involontaire. « Un mariage de protection », avait-il lu à voix haute. Avec consentement écrit intégral, séparation des espaces personnels et clause de finalité commune. Il avait relevé la tête vers elle. « Vous proposez de m'épouser pour sauver votre famille, mais selon vos conditions. »« Exactement. Le mariage sera contractuel, pas charnel. Vous aurez une épouse pour vos apparitions publiques. Moi, j'aurai la sécurité financière et la protection de votre nom. Mais mes choix personnels, mon corps, mon intimité restent miens. Et ensemble, nous démantèlerons le système qui broie les familles comme la mienne. » Tristan avait relu le contrat plus attentivement. Chaque clause était pensée, réfléchie, équitable. Cette jeune femme de 19 ans venait de lui proposer non pas une soumission mais une alliance. Il avait déjà vécu suffisamment pour reconnaître l'intelligence quand elle lui faisait face, et celle-ci était remarquable. Pourquoi devrais-je accepter ces conditions? Avait-il demandé plus par curiosité que par rejet. Céleste s'était approchée d'un pas, et il avait senti ce parfum léger de jasmin qu'elle portait, mélangé à quelque chose de plus profond, de plus troublant. Peut-être était-ce simplement l'odeur du courage. « Parce que vous n'êtes pas l'homme que les gens croient », avait-elle répondu doucement. « Vous rachetez des dettes, c'est vrai. Mais j'ai fait mes recherches, monsieur Duval. La famille Blanchard de Meaux, les Rousseau de Melun, les Petits de Coulommiers, toutes ces familles que vous avez ruinées selon les rumeurs. Elles vivent encore dans leur maison. Leurs enfants vont toujours à l'école. Leurs commerces sont toujours ouverts. Vous ne détruisez pas, vous libérez. » Un muscle avait tressailli sur la mâchoire de Tristan. Comment avait-elle su? Ces informations n'étaient dans aucun registre public, aucun journal. Il gardait secrètes ses véritables méthodes, cette façon qu'il avait de racheter des dettes, non pour s'enrichir davantage, mais pour briser les chaînes d'usure qui entravaient tant de familles honnêtes. Vous êtes observatrice, mademoiselle Moreau, et vous êtes plus complexe que votre réputation, monsieur Duval. Alors, acceptez-vous mon contrat? Il avait regardé autour de lui. Pierre et Marguerite semblaient pétrifiés, incapables de comprendre ce qui se jouait sous leurs yeux. Leur fille, celle qu'ils croyaient sacrifiée, était en train de négocier d'égal à égal avec l'un des hommes les plus redoutés de la région. Tristan avait replié le contrat et l'avait glissé dans la poche intérieure de sa veste. « Je vais étudier vos propositions. Vous aurez ma réponse demain. »« Très bien, mais sachez que je ne changerai rien aux clauses. C'est à prendre ou à laisser. » Il avait souri et pour la première fois, ce sourire avait eu quelque chose de sincère. « Vous êtes surprenante, Céleste Moreau. Je n'ai pas le choix de l'être, monsieur Duval. La survie rend inventif. » Le lendemain, à 10 heures précises, le téléphone des Moreau avait sonné. Céleste avait décroché elle-même, le cœur battant mais la voix ferme. « Mademoiselle Moreau ?» Tristan Duval à l'appareil. « J'accepte vos conditions. Le contrat sera signé demain chez mon notaire à Fontainebleau. Le mariage aura lieu la semaine suivante. » Céleste avait fermé les yeux,
sentant un mélange de soulagement et de terreur l'envahir. Elle venait de sauver sa famille, mais à quel prix? Et surtout, vers quel avenir se dirigeait-elle? « Merci, monsieur Duval, je serai prête. J'espère que vous l'êtes, mademoiselle Moreau, car à partir de demain, votre vie ne vous appartiendra plus tout à fait. Détrompez-vous, avait-elle répliqué avec une assurance qu'elle était loin de ressentir. Ma vie m'appartiendra plus que jamais. C'est tout l'intérêt de notre accord. Après avoir raccroché, Céleste s'était assise lourdement sur le canapé du salon. Ses parents la regardaient avec un mélange d'admiration et d'inquiétude. Elle venait de bouleverser tous leurs plans, de transformer ce qu'ils percevaient comme un sacrifice en négociation d'affaires. Mais au fond d'elle-même, une petite voix lui chuchotait qu'elle venait peut-être de passer un pacte avec le diable. Les jours suivants avaient filé dans un tourbillon de préparatifs. Tristan avait tenu parole. La dette des Moreau avait été effacée et Pierre avait même reçu une proposition de partenariat pour relancer sa menuiserie. Céleste avait rassemblé ses affaires, ces quelques possessions qui constituaient son univers. Ses livres, ses photos, ses carnets d'écriture, quelques vêtements. Tout tenait dans 2 valises, résumé dérisoire d'une existence sur le point de basculer. Le jour du mariage était arrivé sans qu'elle s'en aperçoive vraiment. Une cérémonie civile expédiée à la mairie de Fontainebleau, avec pour seuls témoins les parents de Céleste et le notaire de Tristan. Pas de robe blanche, pas de fleurs, pas de sourire. Juste 2 signatures au bas d'un registre qui scellaient un accord dont personne ne connaissait vraiment les implications. Tristan portait un costume anthracite qui soulignait la largeur de ses épaules et la froideur de son regard. Céleste avait choisi une robe crème, simple mais élégante, qui lui donnait l'air d'une jeune femme sérieuse et déterminée. Quand ils avaient échangé les alliances, 2 anneaux d'or blanc choisis par le bijoutier de Tristan, leurs doigts s'étaient effleurés et une décharge électrique avait traversé Céleste. Elle avait levé les yeux vers lui et y avait lu quelque chose qu'elle n'avait pas su interpréter. De l'intérêt, de la curiosité, ou simplement l'ombre d'une émotion que cet homme s'interdisait de ressentir. « Vous pouvez embrasser la mariée », avait déclaré le maire avec cette jovialité forcée qu'il réservait aux unions qui sentèrent l'arrangement. Tristan s'était penché vers Céleste, et elle avait senti son souffle contre sa joue. Mais au lieu de l'embrasser sur les lèvres, il avait déposé un baiser léger sur son front, un geste presque paternel qui l'avait troublé plus qu'elle n'aurait voulu l'admettre. « Bienvenue dans ma vie, Madame Duval », avait-il murmuré contre sa peau. Et Céleste avait compris qu'elle venait de franchir une ligne dont elle ne mesurerait les conséquences que bien plus tard. Car si elle avait négocié les termes de leur union, elle n'avait pas anticipé ce que ferait à son cœur la proximité quotidienne avec cet homme aux 1000 facettes, cet homme qui cachait sa véritable nature derrière un masque de brutalité. Alors qu'il quittait la mairie sous un ciel gris de novembre, Céleste avait jeté un dernier regard à ses parents. Pierre pleurait sans retenue. Marguerite serrait son sac à main comme si elle s'accrochait à un radeau. Il la regardait partir vers une vie qu'il ne comprenait pas, vers un homme qu'il redoutait. Mais il savait qu'elle avait fait le seul choix possible. La Bentley noire avait démarré en douceur, emportant Céleste vers son nouveau destin. À travers la vitre, elle voyait défiler les paysages de Seine-et-Marne, ces campagnes qu'elle connaissait par cœur et qu'elle quittait pour un territoire inconnu. À côté d'elle, Tristan conduisait en silence, ses mains gantées agrippées au volant, son profil dur découpé contre la lumière grise de l'automne. Céleste avait fermé les yeux et s'était répété les clauses de son contrat comme une prière. Elle avait voulu se protéger, établir des règles, garder le contrôle. Mais maintenant qu'elle était assise à côté de cet homme qui était devenu son époux, elle réalisait qu'aucun contrat au monde ne pourrait la préparer à ce qui l'attendait dans les mois à venir. Car au-delà des apparences et des arrangements, au-delà des dettes et des obligations, quelque chose d'imprévisible était en train de naître entre eux. Quelque chose qui n'était inscrit dans aucune clause et qui risquait de bouleverser tous leurs plans soigneusement échafaudés. Céleste Duval, ce nom résonnait étrangement dans sa tête, venait de commencer une nouvelle vie, qu'elle avait la troublante intuition que cette vie serait tout sauf celle qu'elle avait imaginée. Le domaine Duval se dressait au bout d'une allée bordée de chênes centenaires, imposant comme un château mais moderne, dans ses lignes épurées. Céleste avait retenu son souffle en découvrant cette propriété qui serait désormais la sienne, du moins officiellement. Les grilles en fer forgé s'étaient ouvertes automatiquement au passage de la Bentley, et elle avait aperçu des jardins à la française parfaitement entretenus,
des pelouses qui semblaient tondues, au centimètre près, des massifs de roses qui, défiant novembre, conservaient encore quelques fleurs tardives. La demeure elle-même était un mélange fascinant entre l'architecture classique française et des ajouts contemporains. Du calcaire beige réchauffé par de grandes baies vitrées, des volets gris anthracite qui s'harmonisaient avec les ardoises du toit, et cette impression générale de puissance contenue que Céleste retrouvait chez son nouveau mari. Car tout ici respirait le contrôle, la maîtrise, cette richesse discrète mais indéniable des familles qui n'ont plus besoin de prouver leur réussite. Tristan avait garé la voiture devant le perron principal, ces marches de pierre blonde qui menaient à une porte d'entrée en chêne massif. Il était descendu le premier, contournant le véhicule pour lui ouvrir la portière avec une courtoisie qui contrastait avec la rudesse qu'on lui prêtait. Céleste avait posé le pied sur le gravier de l'allée, sentant le crissement familier sous ses escarpins noirs, mais tout le reste lui était étranger. « Bienvenue chez vous, Madame Duval », avait-il dit en lui tendant le bras. Ces mots avaient résonné étrangement dans la tête de Céleste. Chez elle? Cette expression lui semblait dénuée de sens quand elle contemplait cette propriété qui aurait pu loger 20 familles comme la sienne. Mais elle avait accepté son bras, surprise par la fermeté de ses muscles sous le tissu de son costume, et ils avaient gravi ensemble les marches qui la menaient vers sa nouvelle existence. La porte s'était ouverte avant même qu'il l'atteigne, révélant une femme d'une 50aine d'années, aux cheveux gris tirés en chignon impeccable. Elle portait un tailleur sobre mais élégant, et ses yeux noisettes exprimaient une bienveillance que Céleste n'avait pas attendue dans cette demeure. « Madame la comtesse », avait dit la femme en s'inclinant légèrement, « permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue. Je suis Françoise Lemaire, l'intendante de cette maison depuis 15 ans. » Céleste avait cligné des yeux, surprise. « Comtesse ». Tristan avait eu ce sourire en coin qui commençait à lui devenir familier. « J'ai omis de mentionner que le titre accompagne le nom, ma chère épouse. Vous êtes désormais la comtesse Duval. » L'information avait frappé Céleste comme une gifle. Non seulement elle avait changé de nom, mais elle héritait d'un titre nobiliaire qui la plaçait dans une sphère sociale dont elle ne connaissait rien. Elle qui, quelques heures plus tôt, était encore Céleste Moreau, fille d'un menuisier de Provins, se retrouvait propulsée dans l'aristocratie française par la simple grâce d'un mariage contractuel. Françoise vous fera visiter la propriété et vous expliquera l'organisation de la maison, avait continué Tristan en consultant sa montre. J'ai quelques affaires urgentes à régler dans mon bureau. Nous dînerons ensemble à 20 heures. Il s'était dirigé vers un couloir sans attendre de réponse, ses pas résonnant sur le parquet de chêne avec cette assurance des hommes habitués à être obéis. Céleste l'avait regardé s'éloigner, notant malgré elle l'élégance de sa démarche, cette façon qu'il avait de porter ses costumes comme une seconde peau. « Si Madame la Comtesse veut bien me suivre », avait repris Françoise avec un sourire maternel qui avait immédiatement réchauffé le cœur de Céleste. La visite qui avait suivi avait été à la fois éblouissante et éprouvante. La demeure comptait 3 étages et sous-sol, 17 pièces principales sans compter les espaces de service, et chaque détail témoignait d'un raffinement poussé à l'extrême. Le grand salon avec ses meubles d'époque et sa cheminée de marbre noir, la bibliothèque aux murs couverts de livres reliés cuir, la salle à manger où trônait une table capable d'accueillir 20 convives, le salon de musique avec son piano à queue Steinway, qui semblait n'attendre qu'un virtuose. Mais c'est en arrivant à l'étage que Céleste avait réellement compris les implications de leur contrat. Françoise lui avait ouvert la porte d'une suite magnifique, tout en ton crème et doré, avec une chambre spacieuse, un salon particulier, un dressing et une salle de bain digne d'un palace parisien. « Voici vos appartements, Madame la Comtesse. Monsieur le Comte a fait livrer vos affaires ce matin. J'ai pris la liberté de les ranger, mais n'hésitez pas à me dire si quelque chose ne vous convient pas. » Céleste avait pénétré dans cette suite en retenant son souffle. Ses 2 petites valises avaient été vidées et leur maigre contenu dispersé dans ce dressing immense, comme s'ils étaient les possessions d'une princesse. Ses livres étaient alignés sur une étagère du salon, ses photos disposées sur la coiffeuse, ses quelques bijoux, ceux de sa grand-mère, présentés dans un écrin de velours comme s'ils étaient des trésors. « C'est magnifique », avait-elle murmuré, touchée malgré elle par l'attention portée à ses affaires. « Monsieur le comte a insisté pour que vous vous sentiez chez vous immédiatement », avait expliqué Françoise. Il a également fait ouvrir un compte dans toutes les boutiques de Fontainebleau et Paris.
Vous n'avez qu'à donner votre nom pour que tout vous soit livré. » Céleste s'était assise au bord du lit. Ce lit immense au drap de soie qui aurait pu accueillir une famille entière. « Et monsieur le comte, où sont ses appartements ?»« À l'autre bout du couloir, madame. Monsieur le comte a été très clair sur le fait que vous deviez avoir votre intimité. » Le soulagement de Céleste avait été si intense qu'elle avait dû fermer les yeux un instant. Tristan respectait donc déjà les clauses de leur contrat. Cela lui avait donné le courage de poser la question qui lui brûlait les lèvres depuis leur arrivée. « Françoise, puis-je vous poser une question personnelle ?»« Bien sûr, madame la comtesse. Que pensez-vous vraiment de votre employeur ?» Françoise avait marqué une hésitation, pesant visiblement ses mots. « Monsieur le comte est un homme complexe. Il peut paraître dur, froid même, mais j'ai appris à connaître ses véritables qualités au fil des années. C'est-à-dire, l'intendante s'était approchée, baissant instinctivement la voix. « Il y a 3 ans, ma fille Isabelle s'est retrouvée dans une situation difficile. Son mari l'avait quittée avec 2 enfants en bas âge, et elle s'était endettée pour garder son petit commerce de fleurs. Les huissiers allaient saisir la boutique quand monsieur le comte a discrètement racheté sa dette. Non seulement il ne lui a jamais réclamé de remboursement, mais il lui a également trouvé de nouveaux clients parmi ses relations. Aujourd'hui, elle prospère. Céleste avait senti quelque chose se serrer dans sa poitrine. Il a fait cela pour votre fille, pour ma fille et pour tant d'autres. Il ne s'en vante jamais, au contraire. Il préfère que les gens croient qu'il est impitoyable. Mais moi, je vois les dossiers qui passent sur son bureau, les coups de téléphone qu'il donne, les chèques qu'il signe discrètement. Votre mari est un homme bon, madame la comtesse, seulement il l'est à sa manière. » Ces révélations avaient bouleversé Céleste. L'homme qu'elle avait épousé était donc encore plus mystérieux qu'elle ne l'avait imaginé. Cette réputation de brutalité qu'il entretenait semblait être un masque destiné à dissimuler ses véritables actions. Mais pourquoi cacher sa générosité? Quelle blessure ancienne l'avait poussé à préférer être craint plutôt qu'aimé? Le reste de l'après-midi avait filé comme un rêve. Françoise lui avait présenté le personnel. Henri, le majordome qui officiait depuis 20 ans et connaissait tous les secrets de la maison. Marie-Claire, la cuisinière qui préparait des merveilles dans sa cuisine, équipée comme celle d'un restaurant étoilé. Jean-Baptiste, le jardinier chauffeur qui entretenait les espaces verts avec un amour du détail confondant, et Sophie, la jeune femme de chambre qui s'occupait de l'entretien des appartements privés. Tous l'avaient accueilli avec un respect mêlé de curiosité. Visiblement, l'arrivée d'une épouse dans cette demeure était un événement considérable. Tristan Duval avait 34 ans et n'avait jamais été marié, se contentant de relations discrètes avec des femmes de son milieu qui ne duraient jamais très longtemps. L'apparition soudaine de cette jeune comtesse de 19 ans, issue d'un milieu modeste, alimentait forcément les conversations. À 19 heures, Sophie était venue l'aider à se préparer pour le dîner. La jeune femme de chambre, qui avait à peine 25 ans, s'était montrée d'une gentillesse touchante, l'aidant à choisir une tenue appropriée parmi les vêtements que Tristan avait fait livrer dans l'après-midi, car il s'était manifestement rendu compte que la garde-robe d'une étudiante ne conviendrait pas à celle d'une comtesse, et des dizaines de robes, tailleurs, chaussures et accessoires avaient fait leur apparition comme par magie. Céleste avait finalement opté pour une robe de soie marine, simple mais élégante, qui soulignait sa silhouette sans être provocante. Sophie l'avait coiffée en un chignon souple qui dégageait son cou gracile et l'avait maquillée subtilement. Quand elle s'était regardée dans le miroir en pied de sa chambre, Céleste avait eu du mal à se reconnaître. Cette femme élégante qui lui renvoyait son reflet, était-elle vraiment la fille du menuisier de Provins? Le dîner s'était déroulé dans la plus petite des salles à manger, celle que Tristan utilisait quand il était seul et qui ne pouvait accueillir que 6 personnes. Il était descendu dans un costume décontracté mais toujours impeccable, avait-elle remarqué, et ses cheveux légèrement humides trahissaient une douche récente. Il sentait bon, une fragrance masculine et boisée qui troublait Céleste plus qu'elle n'aurait voulu l'admettre. « J'espère que Françoise vous a fait faire le tour du propriétaire », avait-il dit en l'aidant à s'asseoir. « Oui, c'est impressionnant. Je ne m'attendais pas à quelque chose d'aussi grand. Cette demeure appartient à ma famille depuis 4 générations. Mon arrière-grand-père l'a fait construire après avoir fait fortune dans l'industrie textile. Nous l'avons modernisée au fil des ans, mais elle conserve son âme. » Marie-Claire avait servi un repas digne d'un restaurant gastronomique, velouté de châtaigne,
Saint-Jacques poêlé, gigot d'agneau aux herbes de Provence, et pour finir une tarte tatin qui avait fait fondre Céleste de plaisir. Tristan avait ouvert une bouteille de Bordeaux millésimée et l'avait servie dans des verres en cristal qui accrochaient à la lumière des bougies. « Parlez-moi de vos études », avait-il dit en entamant son Saint-Jacques. « Françoise m'a dit que vous étudiez la littérature. »« Oui, je suis en 2e année à Marne-la-Vallée. J'espère décrocher ma licence, puis peut-être un master. J'aimerais devenir professeur ou peut-être écrire. » Écrire. Quel genre de livre? Céleste avait rougi légèrement. Des romans, j'imagine. J'ai toujours aimé les histoires, créer des personnages, leur inventer des vies. Vous devriez continuer vos études. Le fait d'être marié ne doit pas vous empêcher de mener à bien vos projets. Cette sollicitude inattendue avait touché Céleste au cœur. Vraiment? Vous n'y voyez pas d'inconvénient? Pourquoi en verrais-je? Une femme intelligente doit pouvoir exprimer son intelligence. Et vous l'êtes, Céleste, intelligent et courageuse. La façon dont il avait prononcé son prénom, avec cette voix grave qui caressait les syllabes, avait fait courir un frisson le long de l'échine de Céleste. Pour la première fois depuis qu'elle le connaissait, Tristan paraissait détendu, presque chaleureux. Le vin y était peut-être pour quelque chose, ou bien était-ce l'intimité de ce dîner aux chandelles qui transformait l'atmosphère entre eux. « Puis-je vous poser une question à mon tour ?» avait-elle demandé enhardie par son attitude bienveillante. « Je vous écoute. » Pourquoi cette réputation de brutalité? Françoise m'a raconté ce que vous avez fait pour sa fille. Cela ne ressemble pas à l'image que les gens ont de vous. Le visage de Tristan s'était immédiatement fermé, comme si elle avait touché un point sensible. Il avait vidé son verre d'un trait avant de répondre. Les gens croient ce qu'ils veulent croire, Céleste. Et parfois, il est plus facile de laisser penser qu'on est un monstre que de révéler ses faiblesses. Quelle faiblesse? Il l'avait regardée longuement, et elle avait vu passer dans ses yeux gris une douleur qu'il tentait de dissimuler. J'ai appris très jeune que la bonté est perçue comme de la faiblesse dans certains milieux. Mon père était un homme tendre, généreux, qui faisait confiance à tout le monde. Il est mort ruiné et déshonoré par un associé qu'il considérait comme un ami. J'ai décidé que cela ne m'arriverait jamais. Céleste avait senti son cœur se serrer. Je suis désolé, je ne savais pas. Ce n'est pas grave. Cela fait partie du passé. Il avait marqué une pause. Mais vous avez raison, j'aide ceux qui en ont besoin, discrètement. Il existe un réseau d'usuriers dans la région qui profitent de la détresse des familles honnêtes. Je fais ce que je peux pour les contrer. Un réseau? Tristan avait hésité, visiblement partagé entre le désir de lui faire confiance et la prudence qui lui était habituelle. Il y a un homme, Philippe Monclerc, qui se présente comme un philanthrope. Il organise des galas de charité, finance des associations, se fait photographier avec des personnalités. En réalité, il prête de l'argent à des taux usuraires et utilise le chantage pour obtenir des remboursements impossibles. Le nom de Philippe Monclerc était familier à Céleste. Elle l'avait vu plusieurs fois dans les journaux locaux, toujours souriant à l'objectif lors d'événements caritatifs, entouré de notables et de célébrités. L'homme avait une 60aine d'années, des cheveux argentés impeccablement coiffés et ce charisme naturel des politiciens de carrière. C'est lui qui détenait la dette de votre famille, avait continué Tristan. Je la lui ai rachetée pour vous éviter ces méthodes de recouvrement. Quelle méthode? Préférez-vous vraiment le savoir? Céleste avait hoché la tête, même si une partie d'elle redoutait la réponse. Intimidation, chantage, pression psychologique. Il s'arrange pour que ses débiteurs perdent leurs emplois, leurs soutiens sociaux. Il isole les familles pour mieux les contrôler. Et quand les hommes ne cèdent pas, Tristan avait marqué une pause. Il s'intéresse aux femmes et aux filles. Un frisson glacé avait parcouru Céleste. Vous voulez dire qu'il... Je veux dire qu'il considère que tout se monnaie, y compris l'honneur des familles. Votre père ne vous aurait jamais livré à moi s'il avait eu le choix, Céleste. Mais face à Monclerc, vous étiez en danger. La vérité avait frappé Céleste comme un coup de poing. Ses parents n'avaient pas voulu la vendre, ils avaient voulu la sauver. Et Tristan l'avait protégée en l'épousant, même si cette protection prenait la forme d'un contrat de mariage. Alors notre mariage, c'est un bouclier, Céleste. Tant que vous portez mon nom, Monclerc ne peut plus vous atteindre. Et tant que je rachète les dettes qu'il détient, je prive son réseau de nouvelles victimes. Ils avaient terminé le dîner dans un silence pensif.
Céleste réalisait peu à peu l'ampleur de ce dans quoi elle s'était engagée. Ce n'était pas seulement un mariage de convenance. C'était un acte de résistance contre un système qui broyait les plus vulnérables. En remontant dans ses appartements, escortée par Tristan qui avait tenu à la raccompagner, elle avait senti naître en elle une détermination nouvelle. Si son mari luttait secrètement contre ses prédateurs, alors elle voulait l'aider. Mais pour cela, il lui faudrait d'abord comprendre comment fonctionnait ce réseau, identifier ses failles, ses victimes. « Bonne nuit, Céleste », avait dit Tristan en s'arrêtant devant sa porte. « J'espère que vous vous plairez ici. Bonne nuit. » Tristan, et merci, pour tout. Il avait effleuré sa joue d'une caresse si légère qu'elle avait cru l'imaginer, puis s'était dirigé vers ses propres appartements. Céleste était restée un moment immobile sur le seuil de sa chambre, la joue encore brûlante de ce contact furtif. Une fois seule, elle s'était installée dans le petit salon de sa suite avec un carnet et un stylo. Si elle voulait aider Tristan dans sa lutte contre Montclair, elle devait d'abord rassembler des informations. Et pour cela, elle avait un atout que son mari n'avait pas. Elle venait du monde des victimes. Elle connaissait leur langue, leurs peurs, leurs espoirs. Elle avait commencé à noter tout ce dont elle se souvenait, les conversations entendues chez ses parents, les rumeurs qui circulaient dans le quartier, les familles qui avaient mystérieusement disparu ou changé de mode de vie. Peu à peu, un schéma se dessinait. Montclair ne frappait pas au hasard. Il ciblait des familles respectables mais fragiles, celles qui préféraient se ruiner plutôt que de perdre leur honneur. Vers minuit, épuisée par cette première journée dans sa nouvelle vie, Céleste s'était enfin couchée dans ce lit immense qui lui paraissait encore surréaliste. Mais le sommeil avait tardé à venir. Dans l'obscurité de sa chambre, elle repensait aux révélations de la soirée, à ce mari énigmatique qui cachait sa bonté derrière un masque de froideur, à cette guerre silencieuse qu'il menait contre des prédateurs sans scrupules. Et malgré tous les dangers qu'elle pressentait, malgré l'incertitude de son avenir, Céleste avait senti naître en elle quelque chose qu'elle n'attendait pas. L'espoir. L'espoir que ce mariage contractuel se transforme en véritable partenariat, que cette alliance de façade devienne une force capable de changer les choses. Car au fond d'elle-même, elle savait déjà qu'elle ne se contenterait pas d'être la femme décorative de Tristan Duval. Elle serait son égale, sa complice, son allié dans cette bataille pour la justice. Et peut-être, si les étoiles s'alignaient, quelque chose de plus encore. Dans l'aile opposée de la demeure, Tristan Duval fixait le plafond de sa chambre, lui aussi incapable de trouver le sommeil. Cette jeune femme qu'il avait épousée pour la protéger s'avérait bien plus complexe et fascinante qu'il ne l'avait imaginé. Son intelligence, son courage, cette façon qu'elle avait de regarder les problèmes en face sans se laisser intimider. Tout cela révolutionnait ses certitudes. Il avait épousé Céleste par nécessité, pour la soustraire aux griffes de Montclair. Mais maintenant qu'elle était là, dans sa maison, portant son nom, il réalisait qu'elle pourrait devenir bien plus qu'une protégée. Elle pourrait devenir l'arme secrète dont il avait besoin pour détruire définitivement le réseau d'usuriers. Car Tristan Duval nourrissait un projet plus ambitieux que le simple rachat de quelques dettes. Il voulait anéantir Montclair et son système, les traîner devant les tribunaux, les ruiner comme ils avaient ruiné tant de familles honnêtes. Et pour cela, il lui fallait des preuves, des témoignages, des éléments que seule une personne venue de leur monde pourrait rassembler. Céleste Duval pourrait être cette personne, à condition qu'elle accepte de courir les risques que cela impliquait. Dans le silence de la nuit de Fontainebleau, deux époux contractuels échafaudèrent des plans qui dépassaient largement le cadre de leur mariage de convenance. Sans le savoir encore, ils étaient en train de poser les fondations d'une alliance qui changerait non seulement leur vie, mais aussi celle de tous ceux qui souffraient dans l'ombre des usuriers. Les premières semaines de décembre avaient transformé le domaine Duval en un tableau hivernal d'une beauté saisissante. Les jardins à la française s'ornaient de givre matinales qui scintillaient comme des diamants sous les premiers rayons du soleil, et les chênes centenaires dressèrent leurs branches nues vers un ciel d'un bleu cristallin. Céleste avait pris l'habitude de se lever tôt pour contempler ce spectacle depuis la fenêtre de son salon privé. Une tasse de thé fumant entre les mains, savourant ces instants de paix avant que la journée ne commence réellement. Car ses journées étaient désormais bien remplies. Fidèle à sa promesse, Tristan lui avait permis de continuer ses études par correspondance, et elle consacrait ses matinées à ses cours de littérature.
Mais l'après-midi, elle menait sa propre enquête sur le réseau de Philippe Moncler, une investigation discrète qui la passionnait autant qu'elle l'inquiétait. Françoise s'était révélée être une alliée précieuse dans cette entreprise. L'intendante connaissait la région comme sa poche et entretenait un réseau de relations qui s'étendait bien au-delà du domaine. Par elle, Céleste avait appris l'existence d'Élise Morvan, une ancienne employée de maison qui travaillait désormais chez Philippe Moncler dans sa propriété de Barbizon. Cette femme de 45 ans, mère de 3 enfants, avait accepté ce poste par nécessité après que son mari eut perdu son emploi dans une usine de Melun. Élise vient de Provins, comme vous, Madame la Comtesse, avait expliqué Françoise lors d'une de leurs conversations matinales dans l'office. Sa famille et la vôtre se connaissaient bien. Elle pourrait être disposée à vous parler si vous l'approchiez correctement. L'idée de renouer avec ses racines provoises avait séduit Céleste. Elle avait donc organisé une visite spontanée au marché de Provins, accompagnée de Sophie qui avait pour mission officielle de l'aider à choisir des produits locaux pour les cuisines du domaine. En réalité, Céleste espérait y croiser Élise Morvan, qui, selon Françoise, s'y rendait chaque samedi matin pour ses courses personnelles. Le marché de Provins battait son plein ce samedi de décembre. Malgré le froid mordant qui piquait les joues et blanchissait les haleines, les étals débordaient de produits de saison. Pommes de terre de Beauce aux formes parfaites, courges orangées comme des soleils d'automne, fromage de chèvre qui embaumaient sous leurs cloches de verre et ces pâtés en croûte qui faisaient la réputation des charcutiers de la région. L'atmosphère était joyeuse, animée par les appels des marchands et les conversations des clients qui se saluaient avec cette familiarité propre aux petites villes où tout le monde se connaît. Céleste avait revêtu un manteau de laine grise et un béret assorti, une tenue simple qui ne trahissait pas son nouveau statut social. Elle voulait se fondre dans la foule, redevenir temporairement la fille du menuisier Pierre Moreau plutôt que la comtesse Duval. Cette métamorphose s'était révélée plus difficile qu'elle ne l'avait anticipé. Après quelques semaines passées dans le luxe du domaine, ses gestes avaient acquis une élégance nouvelle. Sa posture s'était redressée et même sa façon de parler avait inconsciemment évolué. Céleste? Céleste Moreau? La voix qui l'avait interpellée appartenait à une femme aux cheveux châtains tirés en queue de cheval, au visage marqué par la fatigue, mais éclairé par un sourire sincère. Élise Morvan se tenait devant l'étal du poissonnier, un cabas à la main, et cette expression de surprise heureuse qu'ont les gens quand ils retrouvent une connaissance d'enfance. Élise. Quelle coïncidence! Céleste avait embrassé la femme avec une chaleur authentique. Elles s'étaient effectivement connues dans leur jeunesse, leur famille fréquentant la même paroisse et les mêmes fêtes de quartier. Mais dis-moi, tu as changé, tu es... comment dire? Tu rayonnes. Et ce manteau, il est magnifique. Céleste avait ri un peu gênée. J'ai eu de la chance récemment. Et toi, comment vas-tu? Françoise Lemaire m'a dit que tu travaillais à Barbizon maintenant? Le visage d'Élise s'était assombri imperceptiblement. Oui, chez Monsieur Moncler. C'est un travail correct, bien payé. Mais parfois, elle avait secoué la tête. Laisse tomber, ce ne sont pas tes préoccupations. Au contraire, cela m'intéresse. Nous sommes du même pays, Élise. Si tu as des problèmes, peut-être puis-je t'aider. Élise avait regardé autour d'elle avec nervosité, comme si elle craignait d'être espionnée. Tu sais, Céleste, dans cette maison, on voit des choses. On entend des conversations. Monsieur Moncler reçoit beaucoup de visiteurs, des familles entières, qui viennent le supplier, qui pleurent dans son bureau. Et lui, il sourit toujours, il promet toujours, mais au final, ces gens repartent plus désespérés qu'en arrivant. Ils signent des papiers qu'ils ne comprennent pas. Ils s'endettent encore plus. Et quand ils ne peuvent plus payer, Élise avait frissonné. Il y a eu cette famille de Coulommiers, les Dubois. Le père était plombier, la mère tenait une mercerie. Ils avaient emprunté pour agrandir leur commerce. Quand ils n'ont plus pu rembourser, Monsieur Moncler a proposé un arrangement. La fille aînée, une jolie blonde de 18 ans, devait venir travailler comme domestique. Sauf qu'elle n'a jamais fait le ménage, si tu vois ce que je veux dire. Le sang de Céleste s'était glacé. Tu veux dire qu'il... Je ne dis rien, Céleste. Je ne peux rien dire. Mais cette fille, Amélie Dubois, elle est partie au bout de 6 mois avec assez d'argent pour rembourser la dette familiale. Elle n'était plus la même. Elle ne parlait plus à personne. Elle sursautait au moindre bruit. Maintenant, elle vit à Paris et refuse de revenir voir ses parents.
Les deux femmes avaient continué leur course en échangeant des banalités, mais Céleste avait l'esprit ailleurs. Ce qu'Élise venait de lui révéler confirmait les pires soupçons de Tristan. Montclair ne se contentait pas d'être un usurier, il était un prédateur qui utilisait la détresse financière pour assouvir ses instincts les plus vils. De retour au domaine, Céleste avait trouvé Tristan dans son bureau, penché sur des dossiers qu'il avait rapidement refermés à son arrivée. Elle avait remarqué cette manie qu'il avait de dissimuler ses affaires, comme s'il voulait la protéger de certaines réalités. Mais cette fois, elle était déterminée à obtenir toute la vérité. « Il faut que nous parlions », avait-elle déclaré sans préambule. Tristan avait levé les yeux vers elle, surpris par son ton grave. « Quelque chose ne va pas ? J'ai rencontré Élise Morvan aujourd'hui. Elle m'a raconté des choses terribles. » Elle lui avait rapporté sa conversation avec l'employé de Montclair, n'omettant aucun détail. Au fur et à mesure de son récit, le visage de Tristan s'était durci, ses mâchoires s'étaient contractées et ses mains s'étaient serrées en poing sur son bureau. Amélie Dubois, avait-il murmuré quand elle eut terminé. « J'ai racheté la dette de sa famille il y a 6 mois, mais trop tard. Elle était déjà compromise. Vous la connaissez. J'ai essayé de l'aider après son retour à Paris. Je lui ai trouvé un travail, un logement décent. Mais le mal était fait. Cette fille est brisée, Céleste, et ce n'est pas la seule. » Tristan s'était levé, se dirigeant vers le coffre-fort dissimulé derrière un tableau représentant une scène de chasse. Il avait composé la combinaison et en avait sorti une liasse de documents qu'il avait étalés sur son bureau. « Regardez », avait-il dit en désignant les papiers. « Voici la liste des familles que j'ai réussi à libérer des griffes de Montclair. 43 dossiers en 3 ans. Et voici celles que je n'ai pas pu sauver à temps. » Il avait montré un autre classeur, plus mince, mais tout aussi lourd d'implications. 12 familles détruites, des filles disparues, des fils contraints à des activités illégales, des parents suicidaires. Montclair ne fait pas que prêter de l'argent, Céleste. Il brise des vies entières. Céleste avait parcouru les dossiers avec une horreur grandissante. Chaque nom représentait une tragédie. Chaque histoire révélait l'ampleur du système mis en place par Montclair. Il ne travaillait pas seul. Un réseau d'avocats véreux rédigeait des contrats piégés. Des huissiers complaisants menaçaient les récalcitrants et même certains élus locaux fermaient les yeux contre quelques enveloppes bien garnies. Mais comment fait-il pour garder une réputation de philanthrope avec de telles méthodes ? Avait demandé Céleste. Parce qu'il est intelligent. Il ne garde jamais les mains sales. Officiellement, il prête de l'argent à des taux légaux. Ce sont ses associés qui se chargent du sale boulot. Et surtout, il choisit soigneusement ses victimes. Des familles sans relation, sans défense, qui préfèrent se taire plutôt que de révéler leur honte. Tristan avait refermé les dossiers et s'était approché de la fenêtre, contemplant les jardins enneigés. J'ai réussi à en sauver quelques-unes, mais c'est insuffisant. Pour vraiment l'arrêter, il faudrait des preuves formelles, des témoignages que les victimes acceptent de porter devant un tribunal. Et cela, c'est presque impossible. Presque ? Il s'était retourné vers elle, et Céleste avait vu briller dans ses yeux gris une détermination nouvelle. « Vous pourriez être la clé, Céleste. Vous venez de leur monde, vous parlez leur langue. Ces familles vous feraient confiance comme elles ne me feront jamais confiance à moi. Vous voulez que je recueille leurs témoignages ? Je veux que nous montons ensemble un dossier suffisamment solide pour traîner Montclair devant la justice. Mais cela sera dangereux. S'ils découvrent ce que nous faisons... » Céleste avait posé sa main sur celle de Tristan, surprise par la chaleur qui avait immédiatement traversé ses doigts. « Je n'ai pas peur, Tristan. Ces familles ont le droit de vivre dignement, sans craindre les prédateurs. Si je peux les aider, je le ferai. » Il avait regardé leurs mains jointes avec une expression indéchiffrable, puis avait lentement entrelacé ses doigts aux siens. Ce geste simple avait bouleversé Céleste, bien plus qu'elle ne voulait l'admettre. Dans leur contrat de mariage, il était stipulé qu'il n'y aurait aucune intimité physique entre eux, mais ce contact innocent éveillait en elle des sensations qu'elle n'avait jamais éprouvées. « Alors nous commencerons demain », avait-il murmuré sans lâcher sa main. « Mais à une condition, nous agissons ensemble. Vous ne prenez aucun risque seul. » Les semaines qui avaient suivi avaient été intenses et dangereuses. Céleste et Tristan avaient développé une stratégie méthodique pour approcher les victimes de Montclair. Elle se rendait dans les villages de la région sous prétexte d'œuvres caritatives. Son titre de comtesse lui ouvrait toutes les portes. Pendant que Tristan utilisait ses relations d'affaires pour rassembler des informations financières.
Leur première vraie victoire était venue de Coulommiers, justement avec la famille d'Amélie Dubois. Les parents, Marc et Sylvie, tenaient encore leur mercerie malgré les épreuves, mais ils vivaient dans la terreur que Montclair ne revienne réclamer d'autres compensations. Quand Céleste s'était présentée chez eux, accompagnée de Sophie qui portait des vêtements destinés aux œuvres, ils l'avaient d'abord accueillie avec méfiance. « Madame la comtesse », avait dit Marc Dubois en la faisant entrer dans l'arrière-boutique. « C'est un honneur, mais nous ne pouvons pas faire de dons. Nos affaires vont. Je ne viens pas chercher, monsieur Dubois. Je viens donner, et surtout, je viens écouter. » La conversation qui avait suivi avait duré 3 heures. Sylvie Dubois avait pleuré en racontant le calvaire de sa fille, l'angoisse des mois qui avaient précédé son départ pour Paris, l'état dans lequel elle était revenue. Marc avait serré les poings en évoquant son sentiment d'impuissance, cette impression d'avoir vendu son enfant pour sauver son commerce. « Nous avons pensé au suicide », avait avoué Sylvie. « Plusieurs fois, si notre Amélie n'avait pas eu besoin de nous pour se reconstruire. » Céleste avait pris des notes discrètes, mémorisant chaque détail. Mais surtout, elle avait réussi à convaincre le couple de témoigner officiellement en leur promettant la protection de Tristan et l'assurance que d'autres familles étaient dans le même cas. D'autres témoignages avaient suivi. Les Rousseau de Meaux, dont le fils avait été contraint de dealer de la drogue pour rembourser les intérêts exorbitants. Les Martin de Provins, qui avaient dû vendre leur maison familiale à un prix dérisoire à un homme de paille de Montclair. Les petits de Fontainebleau, dont la mère avait été forcée de... Céleste préférait ne pas repenser aux détails de cette histoire. Chaque témoignage était une pièce supplémentaire du puzzle que Tristan et elle assemblaient patiemment. Mais il savait que Montclair ne resterait pas inactif indéfiniment. L'homme était trop intelligent pour ne pas remarquer que ses victimes commençaient à se rebeller, que ses dettes étaient systématiquement rachetées par le même adversaire. La confrontation directe était arrivée plus tôt qu'il ne l'avait prévu. C'était un soir de janvier, alors que Céleste rentrait d'une visite à Meaux, où elle avait rencontré une nouvelle famille. Tristan l'attendait dans le hall d'entrée, le visage sombre, une lettre à la main. « Nous avons de la visite demain », avait-il annoncé. « Philippe Montclair a demandé à me rencontrer. Officiellement, il souhaite me proposer un partenariat d'affaires. » Céleste avait senti son sang se glacer. « Il sait ?» ?»« Il se doute. Et il vient probablement me proposer un marché. J'arrête de racheter ses dettes et il me laisse tranquille. »« Et vous allez accepter ?» Tristan avait souri, mais c'était un sourire de prédateur. Au contraire, je vais lui faire croire que j'accepte, pour qu'il se trahisse. Mais vous, Céleste, vous ne devez pas être là. Il ne faut pas qu'il fasse le lien entre mes activités et votre présence. Hors de question. Si vous courez un risque, je le cours avec vous. Céleste. Non, Tristan. Nous sommes alliés, nous sommes époux, nous sommes partenaires. Je ne vous laisserai pas affronter cet homme seul. Il l'avait regardé longuement, et quelque chose avait changé dans son expression. Cette détermination, ce courage, cette loyauté qu'elle lui témoignait, touchaient en lui des cordes qu'il croyait mortes depuis longtemps. Sans réfléchir, il s'était approché d'elle et avait pris son visage entre ses mains. « Vous êtes extraordinaire », avait-il murmuré. « Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme vous. » Leur visage était si proche que Céleste pouvait sentir son souffle contre ses lèvres. Son cœur battait si fort qu'elle était sûre qu'il pouvait l'entendre. Dans ses yeux gris, elle lisait un désir qu'il tentait de réprimer, une tendresse qu'il s'interdisait d'exprimer. « Tristan » avait-elle chuchoté. Il avait fermé les yeux, luttant visiblement contre une impulsion. Puis, lentement, il avait posé ses lèvres sur son front, un baiser chaste mais chargé d'une émotion intense. « Pardonnez-moi », avait-il dit en s'écartant. « Je n'aurais pas dû. » « Pourquoi? Parce que notre contrat l'interdit? Parce que vous méritez mieux qu'un homme comme moi. » Céleste avait posé sa main sur sa joue, sentant la rugosité naissante de sa barbe sous ses doigts. Et si c'était à moi d'en décider? Ils étaient restés ainsi quelques instants, dans cette intimité nouvelle qui bouleversait tous leurs arrangements. Le contrat qu'ils avaient signé ne prévoyait pas ces sentiments naissants, cette complicité qui se muait peu à peu en autre chose, quelque chose de plus profond, de plus troublant, de plus dangereux aussi. Car dans moins de 24 heures, Philippe Montclair poserait le pied dans leur domaine. Et Céleste pressentait que cette rencontre marquerait un tournant dans leur histoire. Soit ils sortiraient vainqueurs de cette confrontation et pourraient enfin vivre librement leurs sentiments naissants, soit Montclair découvrirait leur jeu, et alors, ils risquaient de tout perdre.
leur mission, leur liberté, et peut-être même leur vie. Cette nuit-là, allongée dans son lit, Céleste avait longuement réfléchi aux événements des dernières semaines. Elle était arrivée dans cette demeure comme une victime résignée à son sort, et elle était en train de devenir une combattante déterminée à changer les choses. Plus troublant encore, l'homme qu'elle avait épousé par nécessité éveillait en elle des sentiments qu'elle n'avait jamais éprouvés. Tristan Duval n'était pas l'homme brutal que tous craignaient. C'était un homme blessé, qui avait choisi de transformer sa douleur en force pour protéger les autres. Et elle, Céleste Moreau devenue Duval, était en train de tomber amoureuse de lui. Demain, quand Montclair franchirait leur seuil, il ne trouverait pas face à lui un homme seul et une épouse soumise. Il découvrirait un couple uni, par bien plus qu'un simple contrat de mariage. Un couple prêt à tout risquer pour faire triompher la justice. Et si l'amour était le prix à payer pour cette victoire, alors Céleste était prête à le payer. Car certaines batailles ne se gagnent qu'avec le cœur, et le sien appartenait désormais à l'homme qui dormait à l'autre bout du couloir, celui qui avait transformé sa prison dorée en forteresse de l'espoir. La guerre contre Philippe Montclair entrait dans une phase décisive. Mais pour Céleste et Tristan, c'était aussi le début d'une autre bataille, plus personnelle et plus bouleversante, celle de deux âmes qui tentèrent de s'apprivoiser malgré les obstacles et les conventions. L'aube se levait sur le domaine Duval, et avec elle l'espoir d'un avenir où l'amour et la justice pourraient enfin marcher main dans la main. Philippe Montclair était arrivé au domaine Duval dans une Mercedes noire rutilante, escorté de deux hommes en costume sombre qui ressemblaient plus à des gardes du corps qu'à des conseillers financiers. Céleste l'observait depuis la fenêtre de sa chambre, dissimulée derrière les rideaux de voilage, et elle avait immédiatement compris pourquoi cet homme inspirait autant de crainte. Il émanait de lui une autorité naturelle teintée de menace, cette prestance des prédateurs qui ont appris à dissimuler leur nature véritable sous un vernis de respectabilité. Grand, la soixantaine élégante, Philippe Montclair descendait de sa voiture avec la grâce calculée d'un homme habitué au faste du pouvoir. Ses cheveux argentés étaient parfaitement coiffés, son costume 3 pièces de coupe irréprochable, et sa montre en or massif accrochait les rayons du soleil hivernal. Il portait une canne à pommeau d'argent qu'il n'utilisait manifestement pas par nécessité, mais comme un accessoire de distinction, un sceptre qui complétait son personnage de notable respecté. Tristan l'attendait sur le perron, impeccable, dans un costume anthracite qui soulignait sa stature imposante. Céleste admira malgré elle l'aisance avec laquelle son mari jouait son rôle d'hôte courtois, saluant Montclair avec cette politesse glaciale qui caractérisait les rencontres entre prédateurs de haut vol. Les deux hommes se serraient la main avec des sourires qui n'atteignaient pas leurs yeux, jaugeant leurs forces respectives comme des duellistes avant l'assaut. « Monsieur Montclair, quel plaisir de vous recevoir enfin !» disait Tristan avec cette voix grave qui faisait vibrer les vitres. « Votre réputation vous précède. Comme la vôtre, cher Duval, cette propriété est magnifique, vraiment. On m'avait dit que vous aviez le goût du beau. » Ils étaient entrés dans le hall d'accueil, leurs pas résonnant sur le marbre italien. Montclair regardait autour de lui avec l'œil expert d'un évaluateur, cataloguant mentalement chaque œuvre d'art, chaque meuble ancien, chaque détail qui trahissait la richesse de son hôte. Ses deux accompagnateurs restaient en retrait, silencieux mais vigilants, leurs mains jamais très éloignées de leurs vestes. Céleste avait descendu l'escalier à ce moment précis, vêtue d'un tailleur de soie bordeaux, qui soulignait sa silhouette sans ostentation. Elle avait choisi cette tenue avec soin, voulant paraître élégante sans être provocante, distinguée sans éveiller la curiosité. Ses cheveux étaient relevés en un chignon sophistiqué, et elle ne portait que ses boucles d'oreilles en perles, celles que sa grand-mère lui avait léguées. « Permettez-moi de vous présenter mon épouse », avait dit Tristan en lui tendant la main. « Céleste, voici Monsieur Philippe Montclair, dont les œuvres philanthropiques font honneur à notre région. » Montclair s'était incliné avec une galanterie d'ancien temps, mais Céleste avait remarqué la façon dont ses yeux gris acier l'avaient détaillé de la tête aux pieds, comme s'il évaluait une marchandise. Ce regard l'avait mise profondément mal à l'aise, mais elle avait gardé son sourire de circonstance. « Madame la comtesse, c'est un honneur. Permettez-moi de vous féliciter pour ce mariage qui fait le bonheur de tous ceux qui s'intéressent au bonheur de notre cher Tristan. » Il y avait quelque chose dans sa façon de prononcer le prénom de son mari qui avait hérissé Céleste.
une familiarité déplacée, comme s'il revendiquait une intimité qui n'existait pas. Ou peut-être était-ce simplement cette manie qu'ont certains hommes de pouvoir de s'approprier symboliquement ceux qu'ils considèrent comme des rivaux. « Nous sommes très heureux », avait répondu Céleste avec une chaleur étudiée. « Tristan m'a beaucoup parlé de vos activités. Il paraît que vous aidez de nombreuses familles de la région. » Le sourire de Montclair s'était figé imperceptiblement. En effet, j'ai à cœur d'aider ceux qui traversent des difficultés temporaires. C'est un devoir pour ceux que la fortune a favorisés. Tristan avait dirigé ses invités vers le petit salon, cette pièce plus intime où il recevait ses visiteurs importants. Françoise avait servi le thé dans le service de porcelaine de Limoges, accompagné de ses petits fours que Marie-Claire préparait pour les grandes occasions. L'atmosphère était feutrée, civilisée, mais Céleste sentait sous la surface des politesses la tension qui montait entre les deux hommes. « Alors, Montclair, de quoi souhaitiez-vous me parler ?» Tristan était allé droit au but avec cette franchise brutale qui le caractérisait dans les affaires. « Directement au fait, j'apprécie. Voilà, j'ai remarqué que vous vous intéressiez récemment à certains investissements dans lesquels je suis impliqué. Le rachat de créances, notamment. C'est un secteur porteur. Les gens s'endettent facilement de nos jours. Certes. Mais voyez-vous, ce marché est plus complexe qu'il n'y paraît. Il demande une connaissance fine de la psychologie humaine, des relations personnelles avec les clients. Ce n'est pas un domaine où l'on peut s'improviser. » Céleste écoutait cet échange en sirotant son thé, fascinée par la façon dont les deux hommes s'affrontaient à mots couverts. Montclair tentait manifestement de dissuader Tristan de continuer ses rachats de dettes, mais sans jamais mentionner explicitement les véritables enjeux. « J'apprends vite », avait répondu Tristan avec un sourire carnassier. « Et j'ai d'excellents conseillers. Sans doute. Mais permettez-moi de vous mettre en garde. Certaines familles peuvent se montrer ingrates envers ceux qui les aident. Elles promettent monts et merveilles, puis disparaissent dès que leur situation s'améliore. Il faut savoir se faire respecter dans ce métier. » Le sous-entendu était limpide. Montclair expliquait à Tristan qu'il fallait terroriser les débiteurs pour obtenir d'eux ce qu'on voulait. Céleste avait senti la colère monter en elle, mais elle s'était efforcée de rester impassible. « Je suppose que vous avez développé vos propres méthodes pour vous faire respecter », avait demandé Tristan. « Disons que j'ai appris à diversifier mes garanties. Parfois, la caution financière ne suffit pas. Il faut des garanties plus personnelles. » Céleste avait failli s'étrangler avec son thé. Cet homme était en train d'expliquer tranquillement, dans son salon, comment il utilisait le chantage et l'exploitation humaine pour s'enrichir. Et il le faisait avec le sourire, comme s'il parlait de stratégies d'investissement parfaitement légales. Que voulez-vous dire exactement ? Tristan jouait l'ignorant avec un talent consommé. Eh bien, prenez l'exemple de la famille Moreau de Provins. Le père était menuisier, criblé de dettes. La solution évidente était d'intégrer la fille à mon personnel domestique. Malheureusement, elle a été soustraite à cette possibilité par un mariage inattendu. Le sang de Céleste s'était glacé. Montclair parlait d'elle, de sa propre famille, comme s'ils n'étaient que des pions sur un échiquier. Et il le faisait devant elle, sans la reconnaître ou en feignant de ne pas la reconnaître. Un mariage inattendu ? Tristan avait haussé un sourcil. Oui, avec un certain comte Duval, si mes informations sont exactes. Un homme mystérieux qui rachète les dettes de mes clients et les épouse. Curieuse coïncidence, vous ne trouvez pas ? Le silence qui avait suivi cette révélation était assourdissant. Montclair fixait Tristan avec un sourire satisfait, celui du chat qui vient de coincer la souris. Il savait. Il avait toujours su qui était Céleste, et il venait de révéler qu'il connaissait les véritables motivations de leur mariage. Très curieuse en effet, avait répondu Tristan sans se départir de son calme. Mais ne dit-on pas que l'amour frappe toujours au moment où on l'attend le moins ? L'amour. Bien sûr. Montclair avait ri, un rire désagréable qui avait fait frissonner Céleste. J'aimerais rencontrer ce comte Duval. Il a l'air d'être un homme intéressant. Je lui transmettrai vos salutations. Mais revenons à votre proposition, si vous le voulez bien. Ma proposition est simple. Cessez de racheter mes créances et je cesserai de m'intéresser à vos affaires privées. Nous pourrions même devenir partenaires. J'ai de nombreuses opportunités à proposer à un homme de votre standing. Tristan avait fait mine de réfléchir, sirotant son thé avec une lenteur calculée. C'est une proposition intéressante. Laissez-moi y réfléchir. Bien sûr,
Mais ne réfléchissez pas trop longtemps. Dans mon métier, les occasions ne se présentent qu'une fois. Montclair s'était levé, suivi de ses deux acolytes, qui n'avaient pas prononcé un mot de toute la visite. Il avait serré la main de Tristan, puis s'était tourné vers Céleste. « Madame la comtesse, ce fut un plaisir. J'espère que nous aurons l'occasion de nous revoir bientôt. Dans de meilleures circonstances, peut-être. » Il avait appuyé sur ces derniers mots d'une façon qui ne laissait aucun doute sur ses intentions. Si Tristan ne cédait pas à ses exigences, Céleste en paierait le prix. Après le départ de leur visiteur, Céleste et Tristan étaient restés silencieux un long moment. L'atmosphère du salon semblait encore imprégnée de la menace que Montclair avait laissée derrière lui. Finalement, Tristan s'était dirigé vers le bar et s'était servi un whisky qu'il avait vidé d'un trait. « Il sait tout », avait-il dit finalement. « Depuis le début, j'ai l'impression. Cette visite n'était qu'une mise en garde. Plus qu'une mise en garde, Céleste, c'était une déclaration de guerre. » Tristan s'était approché d'elle et avait pris ses mains dans les siennes. Elle tremblait légèrement, et il avait ressenti une bouffée de tendresse protectrice qui l'avait surpris par son intensité. « Je vais vous faire escorter à Paris. Vous resterez quelques semaines chez ma sœur, le temps que je règle cette affaire. Il n'en est pas question. » Céleste avait libéré ses mains et s'était dressée devant lui. « Nous sommes ensemble dans cette bataille, Tristan. Je ne vous abandonnerai pas maintenant. Céleste, vous ne comprenez pas. Cet homme est dangereux. Il n'hésitera pas à s'en prendre à vous pour m'atteindre. Et vous ne comprenez pas que j'ai autant de raisons que vous de le combattre. C'est ma famille qui l'a menacé. C'est ma liberté qu'il voulait acheter. Cette guerre est aussi la mienne. » Tristan l'avait regardé avec une admiration mêlée d'inquiétude. Cette femme qu'il avait épousée pour la protéger se révélait plus courageuse que bien des hommes qu'il avait côtoyés. Mais ce courage même la mettait en danger. « Très bien, » avait-il dit finalement. « Mais nous changeons de stratégie. Plus de visites discrètes, plus d'enquêtes en solo. Nous devons frapper fort et vite, avant qu'il n'ait le temps de nous nuire. » Ils avaient passé le reste de la soirée à échafauder leur plan. Tristan avait contacté un journaliste d'investigation parisien, Antoine Mercier, qui s'était spécialisé dans les affaires de corruption financière. Céleste, de son côté, avait appelé tous les témoins qu'elle avait recueillis, les encourageant à formaliser leur plainte rapidement. Mais Montclair n'était pas homme à attendre passivement. Dès le lendemain, les représailles avaient commencé. Marc Dubois avait appelé en urgence. Des inspecteurs des impôts s'étaient présentés à sa mercerie pour un contrôle de routine qui s'était révélé être un harcèlement en règle. Sylvie Rousseau avait vu sa demande de crédit pour agrandir son salon de coiffure brutalement refusé par sa banque, sans explication. Et Élise Morvan avait été licenciée de chez Montclair pour faute grave. Une accusation inventée de toutes pièces. Il resserre l'étau, avait constaté Tristan en raccrochant après le 5e appel de détresse de la journée. Il veut faire comprendre à ses anciennes victimes qu'elles n'ont aucun intérêt à témoigner contre lui. Alors nous devons accélérer. Antoine Mercier peut-il publier son article dès cette semaine? Moi, j'en passe. Il lui manque encore quelques éléments. Des preuves financières, des documents qui établiraient le lien entre Montclair et ses méthodes illégales. Céleste avait réfléchi intensément. Et si nous les obtenions directement? Comment? Élise connaît la propriété de Montclair par cœur. Elle sait où il range ses dossiers, où il reçoit ses clients. Elle pourrait nous aider. Tristan avait secoué la tête. C'est trop risqué. Si Montclair découvre une intrusion, il ne découvrira rien si nous sommes assez malins. Et Élise a autant de raisons que nous de vouloir sa chute. L'opération avait été planifiée avec un soin méticuleux. Élise, qui gardait encore les clés de la propriété de Barbizon, s'était arrangée pour créer une diversion. Elle avait signalé une fuite d'eau dans les cuisines, obligeant Montclair et son personnel à se concentrer sur les dégâts, pendant que Céleste et Tristan s'introduisaient dans le bureau privé. La propriété de Montclair était un château du XVIIIe siècle, moins imposant que le domaine Duval, mais tout aussi luxueux. Son bureau se trouvait au premier étage, dans une pièce lambrissée de chêne où trônait un bureau empire qui avait dû coûter une fortune. C'est là que Montclair recevait ses victimes, dans ce décor intimidant destiné à leur rappeler sa supériorité. Céleste avait fait le guet pendant que Tristan s'attaquait au coffre-fort dissimulé derrière un portrait de Napoléon. Ses années dans les affaires lui avaient appris à crocheter ses serrures anciennes, et il avait réussi à l'ouvrir en quelques minutes. À l'intérieur, ils avaient trouvé un trésor, des dizaines de contrats léonins, des reconnaissances de dettes aux taux usuraires, des photos compromettantes,
Et surtout, un carnet où Montclair notait ses arrangements spéciaux, avec un cynisme glaçant. « Regardez ça », avait murmuré Tristan en feuilletant le carnet. Et il note tout, les sommes prêtées, les intérêts et les compensations, exigées quand les familles ne peuvent pas rembourser. Céleste avait lu par-dessus son épaule et avait senti la nausée la gagner. Montclair décrivait ses victimes comme des objets, notant leurs qualités respectives avec une précision de marchand d'esclaves. Amélie Dubois était désignée comme article de première qualité rentabilisé sur 6 mois. D'autres jeunes filles étaient cataloguées selon leur aptitude présumée. « Nous le tenons », avait-elle chuchoté. « Avec ça, il ne pourra plus nier. » Ils avaient photographié tous les documents avec l'appareil numérique de Tristan, remis le coffre en ordre, et s'étaient éclipsés aussi discrètement qu'ils étaient revenus. Élise les attendait dans les jardins, morte d'angoisse mais fière d'avoir participé à cette opération. « C'est fait ?» avait-elle demandé. « C'est fait. Dans une semaine, tout sera fini. » Mais Montclair était plus rusé qu'il ne l'avait imaginé. Le lendemain matin, Céleste avait reçu un appel qui avait fait vaciller toutes ses certitudes. « Allô, Céleste ? C'est maman. » La voix de Marguerite Moreau était tendue, effrayée. « Maman, que se passe-t-il ? » « Il y a des hommes, ma chérie. Ils disent qu'ils viennent de la part de Monsieur Montclair. Ils nous demandent de tes nouvelles. Ils veulent savoir si tu es heureuse dans ton mariage. » Le sang de Céleste s'était glacé. Montclair s'en prenait à ses parents pour faire pression sur elle. « Ne leur dites rien, maman. Surtout ne les laissez pas entrer dans la maison. Ils sont très polis, ma chérie. Ils disent qu'ils s'inquiètent pour toi, que ton mari a peut-être des activités qui pourraient te mettre en danger. Maman, écoutez-moi bien. Ces hommes mentent. Verrouillez toutes les portes. Fermez tous les volets et appelez immédiatement la gendarmerie. Dites-leur que des individus vous menacent. » Céleste avait raccroché et s'était précipitée vers le bureau de Tristan. Il était au téléphone avec Antoine Mercier, finalisant les détails de la publication, mais il avait immédiatement compris que quelque chose n'allait pas en voyant son visage défait. « Montclair s'en prend à mes parents », avait-elle annoncé sans préambule. Tristan avait raccroché et s'était levé d'un bond. « J'envoie immédiatement des hommes à Provins. Vos parents seront protégés. Ce n'est pas suffisant. Il va recommencer avec d'autres victimes, d'autres familles. Nous devons l'arrêter maintenant. L'article sera publié demain, Céleste. Dans 48 heures, Montclair sera arrêté. Et en attendant, combien de personnes vont souffrir? Non, Tristan. Je vais aller le voir. Vous êtes folle. C'est exactement ce qu'il veut. » Céleste s'était approchée de lui et avait posé ses mains sur sa poitrine, sentant sous ses paumes les battements accélérés de son cœur. « Tristan, faites-moi confiance. J'ai un plan. » Il avait plongé son regard dans le sien, cherchant à déchiffrer ses intentions. Dans les yeux verts de sa femme, il lisait une détermination farouche, mais aussi quelque chose d'autre, quelque chose qui ressemblait à de l'amour. « Quel plan ?» avait-il demandé, même s'il redoutait la réponse. « Je vais lui proposer un marché, moi contre l'arrêt de ses persécutions. Le temps que votre journaliste publie son article. Jamais. » La voix de Tristan avait claqué comme un fouet. « Je ne vous laisserai pas vous sacrifier. Ce ne sera pas un sacrifice si vous venez me chercher. » Elle avait souri, un sourire tremblant mais résolu. « Vous m'avez sauvé une fois en m'épousant. Sauvez-moi une seconde fois en me faisant confiance. » Tristan l'avait serré contre lui, sentant sa chaleur, respirant le parfum de jasmin qui émanait de ses cheveux. Cette femme était en train de lui proposer de jouer sa vie pour sauver des inconnus, et il réalisait qu'il l'aimait à en mourir. « Si vous faites ça, » avait-il murmuré contre son oreille, « si vous prenez ce risque, c'est que notre mariage signifie quelque chose pour vous. Il signifie tout pour moi, Tristan. Vous signifiez tout pour moi. » Ils s'étaient embrassés alors pour la première fois, avec la passion de ceux qui risquent de se perdre. Leurs lèvres s'étaient trouvées comme si elles s'étaient toujours cherchées, et Céleste avait senti son cœur exploser de bonheur, malgré la terreur qui l'étreignait. « Je vous aime », avait-elle chuchoté contre sa bouche. « Je vous aime aussi, et c'est pour ça que je ne vous laisserai pas y aller seul. » Ils avaient élaboré ensemble ce qui ressemblait à un plan suicide. Céleste se rendrait chez Montclair sous prétexte de négocier, pendant que Tristan alerterait les autorités et organiserait une intervention. Le timing devait être parfait. Trop tôt et Montclair s'échapperait. Trop tard, et Céleste paierait le prix de leur audace. Alors que la nuit tombait sur le domaine Duval, les deux époux se préparaient pour la bataille décisive. Demain, leur guerre contre Philippe Montclair connaîtrait son dénouement.
et leur amour naissant serait mis à l'épreuve du feu. Car dans quelques heures, Céleste Duval pénétrerait dans l'antre du prédateur, armée seulement de son courage et de la certitude que l'homme qu'elle aimait viendrait la chercher. Quoi qu'il lui en coûte, l'aube se levait à peine sur Barbizon quand Céleste descendit de la voiture de Tristan devant la grille de la propriété Montclair. Une brume hivernale flottait encore entre les arbres du parc, donnant au château un aspect fantomatique qui collait parfaitement à l'angoisse qui lui nouait l'estomac. Elle portait un manteau de cachemire noir, et ses cheveux étaient tirés en arrière en un chignon strict qui lui donnait un air déterminé, presque martial. Dans son sac à main, elle avait glissé un petit enregistreur numérique que Tristan lui avait donné, ainsi qu'un téléphone portable dont le numéro était programmé en numérotation rapide. « Vous êtes sûr de vouloir faire ça ?» avait demandé Tristan une dernière fois en lui prenant la main. Plus que jamais. Elle avait serré ses doigts contre les siens, puisant dans cette étreinte la force qui lui manquait. « Dans 2 heures exactement, quoi qu'il arrive, vous venez me chercher. Dans 2 heures exactement. » Il avait porté sa main à ses lèvres et y avait déposé un baiser tendre. « Je vous aime, Céleste Duval. Je vous aime aussi. Tristan Duval. Et c'est pour ça que tout va bien se passer. » Elle était sortie de la voiture sans se retourner, sachant que si elle croisait encore une fois le regard inquiet de son mari, elle perdrait le courage qui l'animait. La grille s'était ouverte automatiquement à son approche, comme si Montclair l'attendait, et elle avait remonté l'allée de gravier d'un pas ferme, malgré les battements désordonnés de son cœur. La façade du château de Barbizon se dressait devant elle, imposante et menaçante dans la lumière grise du petit matin. Contrairement au domaine Duval qui respirait l'élégance moderne, cette demeure conservait tout son aspect médiéval, avec ses tours crénelées, ses fenêtres à meneaux et cette impression générale d'austérité qui semblait refléter l'âme de son propriétaire. Des corbeaux croassaient dans les chênes centenaires, ajoutant une note sinistre à cette atmosphère déjà oppressante. Philippe Montclair l'attendait sur le perron, vêtu d'une robe de chambre de soie bordeaux qui révélait une prestance encore remarquable malgré son âge. Ses cheveux argentés étaient parfaitement coiffés malgré l'heure matinale, et son sourire affichait cette satisfaction du prédateur qui voit sa proie venir d'elle-même, se jeter dans ses filets. « Ma chère comtesse, quelle merveilleuse surprise! Je dois dire que je ne vous attendais pas si tôt. Mais c'est un plaisir de vous recevoir dans ma modeste demeure. Monsieur Montclair. » Céleste avait incliné légèrement la tête, refusant de lui serrer la main. « J'espère que cette visite matinale ne vous dérange pas. Mais nous avons des choses importantes à nous dire. »« Bien sûr, entrez donc. Nous serons plus à l'aise à l'intérieur. » Il l'avait guidé à travers un hall d'entrée aux murs tapissés de portraits d'ancêtres au regard sévère, puis dans un salon tendu de velours rouge sang, qui respirait le mauvais goût et l'ostentation. Des meubles dorés à l'excès s'entassaient dans cet espace surchargé, et une cheminée de marbre noir où brûlait un feu vif réchauffait à peine l'atmosphère glaciale qui régnait dans la pièce. « Puis-je vous offrir quelque chose? Un café, du thé, ou peut-être quelque chose de plus fort pour vous donner du courage ?» Cette dernière remarque était clairement une provocation, mais Céleste ne mordit pas à l'hameçon. « Non merci, je ne resterai pas longtemps. Dommage. J'espérais que nous pourrions avoir une longue conversation, apprendre à mieux nous connaître. » Montclair s'était installé dans un fauteuil face à elle, croisant ses jambes avec cette désinvolture calculée des hommes habitués à dominer leurs interlocuteurs. « Mais dites-moi, ma chère, qu'est-ce qui amène la nouvelle comtesse Duval chez un vieil homme comme moi ?» Céleste avait respiré profondément, activant discrètement l'enregistreur dans son sac. « Je crois que vous le savez très bien, monsieur Montclair. Vous vous en prenez à ma famille pour faire pression sur mon mari. »« Moi ? Mais voyons, quelle idée ! J'ai simplement envoyé quelques collaborateurs s'inquiéter de votre bien-être auprès de vos parents. Après tout, votre mariage précipité avec ce mystérieux comte pourrait légitimement susciter des interrogations. » Cessez cette comédie. La voix de Céleste avait claqué dans le salon surchauffé. Nous savons tous les deux qui vous êtes vraiment, et ce que vous faites aux familles de cette région. Le masque de politesse de Montclair était tombé d'un coup, révélant un visage dur et calculateur. Tiens donc, la petite menuisière de Provins aurait-elle grandi? C'est vrai que le mariage avec un homme riche peut transformer une femme. Mon mariage n'a rien à voir là-dedans. J'ai découvert la vérité sur vos méthodes, sur la façon dont vous exploitez la détresse des familles honnêtes. Montclair s'était levé et avait commencé à arpenter le salon,
ses mains jointes dans le dos comme un général préparant une bataille. La vérité? Et quelle vérité, ma chère enfant? Que j'aide des familles en difficulté en leur prêtant de l'argent quand aucune banque ne veut d'elles? Que je leur offre des solutions alternatives quand elles ne peuvent pas rembourser? Vous appelez ça des solutions alternatives? Contraindre des jeunes filles à se prostituer pour effacer les dettes de leur famille? Et prostituer. Quel mot vulgaire! Je préfère parler de services rendus. Ces jeunes femmes découvrent qu'elles ont des talents qu'elles ignoraient, qu'elles sont généreusement rémunérées pour les exercer. La nausée avait saisi Céleste en entendant cette justification ignoble. Cet homme parlait de viol et d'exploitation comme d'une transaction commerciale normale, avec ce cynisme glacé qui caractérise les vrais psychopathes. « Vous êtes un monstre », avait-elle murmuré. « Je suis un homme d'affaires, ma chère. Et vous êtes une marchandise de première qualité qui m'a échappé par malchance. » Il s'était arrêté devant elle, la dominant de sa stature imposante. Mais peut-être n'est-il pas trop tard pour rectifier cette erreur. Céleste s'était levée d'un bond, reculant vers la porte. « Qu'est-ce que vous voulez dire ? Je veux dire que votre cher mari s'amuse à racheter mes créances et à détourner mes clientes de leurs obligations. Cela représente un manque à gagner considérable que quelqu'un doit compenser. Et vous pensez que je pense que vous allez m'aider à récupérer ce que votre époux me fait perdre. Sinon, vos parents vont connaître des difficultés terribles, des cambriolages, des accidents, des ennuis de santé. La vie peut être si fragile quand on a plus de 60 ans. La menace était claire et Céleste avait senti le piège se refermer sur elle. Montclair avait orchestré cette rencontre pour la prendre en otage, utilisant l'amour filial comme une chaîne pour l'attacher à ses desseins pervers. « Vous n'oserez pas », avait-elle dit, mais sa voix tremblait. « Oh, ma chère, vous me connaissez mal. J'ai déjà osé bien pire. » Il s'était approché encore et elle avait senti son parfum lourd et écœurant. « Tenez, par exemple, cette charmante Amélie Dubois dont nous avons parlé hier. Savez-vous pourquoi elle est restée 6 mois chez moi ?» Céleste avait secoué la tête, redoutant ce qu'elle allait entendre. Parce qu'au début, elle refusait de coopérer. Alors j'ai dû l'éduquer, lui apprendre les bonnes manières, la dresser comme on dresse un animal récalcitrant. Cela a pris du temps, mais le résultat était remarquable. Une fois qu'elle a compris son intérêt, elle est devenue très docile. Les mots de Montclair étaient comme autant de coups de poignard dans le cœur de Céleste. Cette pauvre Amélie avait été torturée, violée, brisée psychologiquement jusqu'à ce qu'elle accepte l'inacceptable, et lui racontait cela avec la même désinvolture qu'il aurait parlé du dressage d'un cheval. Mais vous, ma chère Céleste, vous avez l'avantage d'être plus intelligente qu'Amélie. Je suis sûr que vous comprendrez rapidement les règles du jeu. C'est à ce moment que Céleste avait réalisé qu'elle était allée trop loin. Montclair ne la laisserait jamais repartir maintenant qu'elle avait entendu ses aveux. Il la garderait prisonnière, l'utiliserait pour faire pression sur Tristan, et probablement bien pire encore. Elle avait jeté un coup d'œil à sa montre. Il ne s'était écoulé qu'1 heure depuis son arrivée. Tristan ne viendrait pas la chercher avant encore 60 minutes. Je vois dans vos yeux que vous commencez à comprendre votre situation, avait poursuivi Montclair avec satisfaction. Vous êtes ici, seul, sans protection, entièrement à ma merci. Votre mari ne sait même pas où vous êtes exactement. Il le sait, avait menti Céleste. Et si je ne suis pas de retour dans 1 heure, il viendra avec la police. Montclair avait éclaté de rire. La police? Ma pauvre enfant, vous croyez vraiment que les autorités locales vont s'en prendre à Philippe Montclair, le bienfaiteur de la région? J'ai financé la campagne de la moitié des élus du département. Je suis membre d'honneur de toutes les associations caritatives. Qui croira les élucubrations d'une petite comtesse arriviste contre ma parole? Il avait sorti un téléphone portable de sa poche et avait composé un numéro. Bertrand? Oui, c'est moi. Nous avons de la visite. Préparez la chambre bleue à l'étage. Oui, celle qui ferme à clé. Et dites à Marcel de venir, nous allons avoir besoin de ses talents de persuasion. Céleste avait senti la terreur l'envahir. Montclair parlait de l'enfermer. Et ce Marcel qu'il mentionnait ne présageait rien de bon. Elle avait discrètement sorti son téléphone de son sac, espérant pouvoir envoyer un message de détresse à Tristan. Mais Montclair l'avait remarqué. « Donnez-moi ça », avait-il ordonné en tendant la main. « Non. Donnez-moi ce téléphone où je fais passer un coup de fil à mes amis de Provins. Ils ont ordre d'être moins courtois qu'avec vos parents si je leur donne le signal. » Céleste avait hésité, puis avait lentement tendu son téléphone. «
Montclair l'avait pris et l'avait jeté dans la cheminée où il s'était consumé dans les flammes. Voilà, maintenant nous ne serons plus dérangés. À ce moment, la porte du salon s'était ouverte sur un homme massif, aux traits brutaux, vêtu d'un costume mal ajusté, qui ne parvenait pas à dissimuler sa corpulence. Ses mains énormes pendaient le long de son corps comme des masses, et ses petits yeux porcins luisaient d'une lueur mauvaise. C'était manifestement Marcel, l'homme de main de Montclair. « Ah, Marcel, parfait. Je te présente notre invitée, la comtesse Duval. Elle va séjourner quelque temps chez nous. » Marcel avait hoché la tête sans dire un mot, mais son regard avait détaillé Céleste de façon si explicite qu'elle en avait frissonné de dégoût. Cet homme était un violeur, elle en était certaine, et Montclair l'utilisait pour briser la résistance de ses victimes. « Montez-la dans la chambre bleue », avait ordonné Montclair, « et assurez-vous qu'elle s'y trouve bien. Si elle a besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à la servir. » Le sous-entendu était clair, et Marcel avait eu un sourire qui avait révélé des dents jaunies par le tabac. Il s'était approché de Céleste qui avait reculé jusqu'au mur, cherchant désespérément une issue. « Allons-y, madame la comtesse », avait-il dit d'une voix rauque. « Faut pas faire attendre monsieur Montclair. » C'est à ce moment précis que les vitres du salon avaient explosé dans un fracas assourdissant. Des hommes en noir avaient déferlé par les fenêtres, tandis que la porte d'entrée explosait sous les coups de bélier. Tristan était entré en trombe, flanqué de plusieurs policiers en tenue d'intervention, et son regard avait immédiatement trouvé celui de Céleste. Céleste. Marcel avait tenté de la saisir pour s'en servir comme bouclier humain, mais Tristan avait été plus rapide. Il s'était jeté sur le colosse avec une violence sauvage, le percutant de plein fouet, et l'envoyant s'écraser contre un meuble doré qui s'était brisé sous l'impact. Les deux hommes avaient roulé au sol dans une mêlée brutale, échangeant des coups avec une férocité animale. Montclair, lui, avait tenté de s'échapper par une porte dérobée, mais les policiers l'avaient rapidement cerné. « Philippe Montclair, vous êtes en état d'arrestation pour usure, chantage, proxénétisme et complicité de viol. Vous avez le droit de garder le silence. C'est un scandale !» avait hurlé Montclair en se débattant. « Vous n'avez aucune preuve. Je suis un notable respecté, un philanthrope reconnu. Mais les preuves, justement, Antoine Mercier venait de les publier dans son journal. L'article était sorti en urgence 1 heure plus tôt, accompagné des photos des documents trouvés dans le coffre de Montclair. Le scandale déferlait déjà sur la région, et d'autres arrestations étaient en cours chez ses complices. Tristan avait finalement maîtrisé Marcel en lui assénant un coup de poing qui l'avait assommé net. Il s'était relevé, le visage ensanglanté par les coups reçus, et s'était précipité vers Céleste qui tremblait contre le mur. « Ma chérie, est-ce que ça va? Il ne vous a pas fait de mal. »« Non, non, ça va. » Elle s'était jetée dans ses bras, sanglotant de soulagement. « Comment avez-vous su? Vous n'étiez pas censé venir avant 1 heure. J'ai appelé Élise pour avoir des nouvelles. Elle m'a dit qu'elle avait vu arriver Marcel chez Montclair ce matin. J'ai compris que c'était un piège, et j'ai alerté immédiatement la police. Il la serrait contre lui comme s'il ne voulait plus jamais la lâcher, respirant son parfum, s'assurant qu'elle était bien réelle et vivante entre ses bras. « J'ai eu si peur de vous perdre, Céleste. »« Si peur, je suis là, » avait-elle murmuré contre son cou. « Je suis là et je vous aime. » Autour d'eux, les policiers terminaient leur travail. Montclair et Marcel étaient menottés et emmenés vers les voitures de police sous les regards curieux des habitants de Barbizon qui s'étaient rassemblés devant la propriété. La nouvelle de l'arrestation du philanthrope se répandait déjà comme une traînée de poudre, et les langues se déliaient enfin. Le commissaire Dubois, un homonyme de la famille de Mercier qui avait été victime de Montclair, s'était approché de Tristan et Céleste. « Nous aurons besoin de vos témoignages, mais cela peut attendre. Madame la comtesse a besoin de repos après cette épreuve. »« Merci, commissaire. Nous passerons au commissariat demain matin. » En sortant du château de Barbizon, Céleste avait jeté un dernier regard à cette demeure sinistre qui avait été le théâtre de tant de souffrances. Mais maintenant, Montclair ne pourrait plus nuire à personne. Son réseau était démantelé, ses complices arrêtés, et ses victimes allaient enfin pouvoir témoigner sans crainte. Sur le chemin du retour vers le domaine Duval, Tristan conduisait en silence, tenant la main de Céleste posée sur le levier de vitesse. Ils avaient tant à se dire, tant d'émotions à évacuer, mais les mots semblaient insuffisants après ce qu'ils venaient de vivre. « Tristan » avait finalement murmuré Céleste. « Oui, notre contrat de mariage. Toutes ces clauses sur l'absence d'intimité. » Il avait souri,
comprenant où elle voulait en venir. « Qu'est-ce que vous êtes en train de me proposer, Madame Duval ?»« Je propose que nous rédigions un nouveau contrat. Un contrat d'amour cette fois. » Tristan avait arrêté la voiture sur le bas-côté et s'était tourné vers elle. Dans ses yeux verts, il lisait tout l'amour du monde, cette passion qu'elle ne cherchait plus à dissimuler. Un contrat d'amour. Et quelles seraient les clauses de ce nouveau contrat? Clause première. Nous nous aimons sans condition ni restriction. Clause seconde. Nous nous faisons confiance en toutes circonstances. Clause troisième. Nous construisons ensemble un avenir où personne ne sera plus jamais victime d'hommes comme Montclair. Il l'avait embrassée alors, longuement, passionnément, scellant ce nouveau pacte, par un baiser qui effaçait toutes les peurs, toutes les incertitudes. Quand leurs lèvres s'étaient séparées, ils souriaient tous les deux. Marché conclu, ma chérie, marché conclu. Le soir même, dans le grand salon du domaine Duval, ils avaient reçu les appels de toutes les familles qu'ils avaient aidées. Marc et Sylvie Dubois pleuraient de joie au téléphone, enfin libérés du cauchemar qui hantait leur nuit. Les Rousseau de Meaux annonçaient qu'ils allaient rouvrir leur commerce en grand. Les Martin de Provins avaient déjà commencé les démarches pour récupérer leur maison familiale. Et surtout, Amélie Dubois avait appelé depuis Paris. Pour la première fois depuis des mois, sa voix avait retrouvé une inflexion joyeuse. « Madame la comtesse, je ne sais pas comment vous remercier. Grâce à vous, je vais pouvoir enfin tourner la page et recommencer à vivre. » Céleste avait pleuré en raccrochant. Ses larmes de bonheur pour toutes ces familles qui allaient pouvoir se reconstruire, pour toutes ces jeunes femmes qui allaient retrouver leur dignité. Cette nuit-là, pour la première fois depuis leur mariage, Tristan avait frappé à la porte de la chambre de Céleste. Elle l'avait accueillie en robe de chambre de soie, les cheveux dénoués sur ses épaules, et elle était plus belle que jamais dans la lumière douce des bougies qu'elle avait allumées. « Je voulais juste m'assurer que vous alliez bien, » avait-il dit, mais ses yeux disaient autre chose. « Je vais bien, très bien même. » Elle s'était approchée de lui, posant ses mains sur sa poitrine. « Et vous, comment vous sentez-vous ?»« Libre. Pour la première fois depuis la mort de mon père, je me sens libre. » Il l'avait prise dans ses bras, la soulevant de terre, et l'avait portée jusqu'au lit, où ils s'étaient allongés enlacés, se contentant de se tenir serrés l'un contre l'autre, savourant cette intimité nouvelle. Ils avaient parlé jusqu'à l'aube, évoquant leur passé, leurs rêves, leurs projets d'avenir. « J'aimerais transformer une partie du domaine en centre d'aide aux familles endettées, » avait dit Tristan. « Offrir des conseils juridiques gratuits, des prêts sans intérêt, un soutien psychologique. Et moi j'aimerais créer une association pour aider les femmes victimes d'exploitation. Leur donner les moyens de se reconstruire, de retrouver confiance en elles. Nous ferons tout cela ensemble, » avait-il promis en caressant ses cheveux. « Nous avons gagné le droit de vivre selon nos convictions. » Au petit matin, quand les premiers rayons du soleil avaient caressé leur visage, Céleste et Tristan Duval savaient que leur véritable histoire ne faisait que commencer. Ils s'étaient mariés par nécessité, avaient appris à se connaître par obligation, mais ils avaient fini par s'aimer par choix. Et cet amour-là, forgé dans l'adversité et trempé dans le courage, était plus solide que tous les contrats du monde. Quelques semaines plus tard, le procès de Philippe Montclair s'ouvrait dans un climat de grande tension médiatique. L'homme qui avait été adulé comme un bienfaiteur se retrouvait face à ses victimes, contraint d'écouter leurs témoignages accablants. Céleste et Tristan étaient au premier rang, tenant la main des familles qu'ils avaient sauvées. Montclair fut condamné à 20 ans de prison ferme, ses biens saisis pour dédommager ses victimes. Son réseau fut entièrement démantelé, et plusieurs élus locaux qui l'avaient couvert furent également mis en examen. Mais le plus beau dans cette histoire, c'était de voir renaître l'espoir sur les visages de tous ces gens qui avaient cru que leur vie était finie. Marc Dubois avait agrandi sa mercerie et employait maintenant 3 personnes. Les Rousseau avaient ouvert un salon de coiffure moderne qui ne désemplissait pas. Et Amélie avait repris ses études de droit, bien décidée à devenir avocate pour défendre d'autres victimes. Quant à Céleste et Tristan, ils coulèrent des jours heureux dans leur domaine de Fontainebleau, entourés de l'affection de Françoise, Henri, Marie-Claire et tous ceux qui étaient devenus leur seconde famille. Leur centre d'aide aux familles en difficulté ouvrait ses portes le mois suivant. Et Céleste venait de terminer sa licence de littérature avec mention très bien. 1 an après leur mariage contractuel, ils avaient organisé une vraie cérémonie de mariage dans la chapelle du domaine, entourés de toutes les familles qu'ils avaient aidées.
Cette fois, Céleste portait une robe blanche brodée de perles et Tristan un smoking qui soulignait sa prestance naturelle. Quand ils s'étaient dit oui devant Dieu et les hommes, leurs voix tremblèrent d'émotion. Car ce oui-là n'était pas dicté par la nécessité ou la peur. C'était le oui de deux âmes qui avaient choisi de s'aimer pour l'éternité, quoi qu'il arrive. Et dans le carnet intime que Céleste tenait depuis leur rencontre, elle avait écrit ces mots qui résumaient parfaitement leur histoire. Parfois, ce que nous prenons pour une prison se révèle être une libération. Parfois, ce que nous croyons être la fin d'une histoire n'est que le commencement d'une autre, plus belle encore. Et parfois, l'amour naît là où on l'attend le moins, mais grandit là où il trouve le terrain le plus fertile, dans un cœur qui a appris à faire confiance. Leur conte de fées moderne se poursuivrait bien au-delà de cette histoire, mais déjà ils savaient qu'ils avaient trouvé le plus précieux de tous les trésors, un amour authentique, né de l'adversité et fortifié par l'épreuve. Un amour qui changerait non seulement leur vie, mais aussi celle de tous ceux qu'ils croiseraient sur leur chemin. 3 mois après l'arrestation de Philippe Moncler, le domaine Duval avait retrouvé une sérénité que Céleste n'avait jamais connue depuis son arrivée. Les jardins renaissaient sous les premiers bourgeons du printemps, et cette renaissance de la nature semblait faire écho à celle de tous ceux qui avaient été touchés par leur combat. Les cerisiers du parc déployaient leurs fleurs blanches comme autant de promesses d'un avenir plus lumineux, et l'air tiède d'avril portait les parfums de jasmin et de lilas qui embaumaient les allées. Céleste se tenait dans le salon de musique, face au piano Steinway, qu'elle avait appris à apprivoiser grâce aux leçons de Madame Berlanger, une ancienne concertiste parisienne, que Tristan avait engagée pour elle. Ses doigts couraient sur les touches d'ivoire, interprétant une sonate de Chopin avec cette grâce nouvelle qu'elle avait acquise au fil des mois. La musique l'aidait à canaliser les émotions qui l'habitaient encore, cette joie mélangée de reconnaissance qui l'envahissait chaque fois qu'elle pensait au chemin parcouru. « Vous jouez divinement bien », avait murmuré une voix familière derrière elle. Céleste s'était retournée pour découvrir Tristan, appuyé contre l'embrasure de la porte, vêtu d'un simple pull de cachemire gris et d'un pantalon de toile qui lui donnait un air décontracté qu'elle adorait. Il était rentré plus tôt que prévu de Paris, où il s'était rendu pour finaliser les derniers détails de leur centre d'aide aux familles en difficulté. Dans ses yeux gris, elle lisait cette tendresse qui ne la quittait plus depuis qu'ils avaient cessé de jouer la comédie du mariage de convenance. « Vous m'avez manqué », avait-elle dit en se levant du tabouret de piano. « Vous aussi. » Il s'était approché et l'avait prise dans ses bras, respirant le parfum de ses cheveux qu'elle portait maintenant détachés quand ils étaient seuls. « J'ai de bonnes nouvelles à vous annoncer. »« Lesquelles ?»« Le centre ouvre officiellement la semaine prochaine. Nous avons déjà 23 familles inscrites pour des consultations. Et Maître Rousselin a accepté de diriger le service juridique bénévolement. » Céleste avait souri, émue par cette concrétisation de leurs rêves. Paul Rousselin était l'avocat qui avait défendu les victimes de Moncler lors du procès. Un homme intègre qui avait été bouleversé par les témoignages qu'il avait entendus et qui avait décidé de consacrer une partie de son temps à aider d'autres familles. « Et ce n'est pas tout, » avait continué Tristan. « J'ai également une surprise pour vous. » Il avait sorti de sa poche une enveloppe de papier vélin qu'il lui avait tendue avec cette expression mystérieuse qu'elle apprenait à connaître. Céleste avait décacheté l'enveloppe et en avait extrait une lettre officielle qui l'avait fait vaciller d'émotion. « Votre candidature à la Sorbonne en master de littérature comparée a été acceptée. » Avait lu Tristan par-dessus son épaule. « Mention très bien pour votre licence. Recommandation exceptionnelle de vos professeurs. Madame Duval, vous allez étudier dans la plus prestigieuse université de France. » Céleste s'était jetée à son cou, les larmes aux yeux. Depuis leur mariage, elle avait continué ses études par correspondance tout en s'occupant de leur mission caritative, mais elle n'avait jamais osé rêver d'intégrer la Sorbonne. Tristan avait manifestement constitué un dossier à son insu et l'avait encouragé à postuler. « Comment avez-vous fait ? » « Je n'ai même pas passé les tests d'admission. Vos professeurs de Marne-la-Vallée m'ont aidé. Ils ont témoigné de vos capacités exceptionnelles, et votre mémoire sur les héroïnes de la littérature du XIXe siècle a impressionné le jury. Vous commencez en septembre. » Cette nouvelle avait transformé Céleste en petite fille émerveillée. Elle qui était arrivée au domaine en se sentant diminuée, rabaissée au rang d'objet d'échange, découvrait qu'elle avait un avenir brillant devant elle.
Tristan n'avait pas seulement sauvé sa famille des griffes de Montclair, il avait également révélé ses propres talents et l'avait encouragé à les développer. « Mais Paris, c'est loin de Fontainebleau », avait-elle murmuré soudain, réalisant les implications pratiques. 45 minutes en train. Nous avons aussi un appartement avenue Foch, si vous préférez. Ou bien nous pouvons déménager complètement à Paris, si c'est votre souhait. L'idée que Tristan soit prêt à bouleverser sa vie pour ses études l'avait touché au cœur. Non, je veux rester ici. Ce domaine, c'est notre maison. C'est ici que nous avons appris à nous aimer. C'est ici que nous construisons notre œuvre. Il l'avait embrassée tendrement, et dans ce baiser, Céleste avait senti toute la promesse d'un avenir partagé. Leurs lèvres s'étaient trouvées avec cette passion qui n'avait cessé de grandir depuis leur première vraie nuit ensemble, 3 mois plus tôt. Entre eux, l'intimité physique s'était développée naturellement, sans précipitation, dans le respect mutuel et l'amour véritable. « J'ai encore une surprise », avait murmuré Tristan contre ses lèvres. Une autre ? Venez. Il l'avait prise par la main et l'avait guidée à travers les couloirs du domaine, jusqu'à une aile qu'elle connaissait mal, celle qui abritait les anciens appartements de service. Devant une porte qu'elle n'avait jamais vue ouverte, il s'était arrêté et lui avait bandé les yeux avec son écharpe de soie. « Tristan, qu'est-ce que vous fabriquez? Faites-moi confiance. » Il l'avait fait avancer à tâtons, guidant ses pas avec une délicatesse infinie. Quand il avait retiré l'écharpe, Céleste avait découvert la plus belle bibliothèque qu'elle ait jamais vue. Les murs étaient couverts d'étagères de chêne blond du sol au plafond, remplis de milliers de livres aux reliures multicolores. Au centre de la pièce trônait un bureau d'époque avec une chaise de velours bordeaux et près de la fenêtre un canapé de lecture accompagné d'une lampe de bibliothèque. L'ensemble respirait cette atmosphère feutrée et studieuse des grandes bibliothèques universitaires. « C'est pour moi », avait-elle balbutié. « Votre bureau personnel, pour vos études, pour vos futurs livres, car j'espère que vous écrirez, Céleste. Vous avez tant d'histoires à raconter. » Elle avait parcouru la pièce comme dans un rêve, caressant les tranches dorées des livres, découvrant des éditions rares de ses auteurs préférés. Sur le bureau, Tristan avait fait installer un ordinateur portable dernier cri et tous les accessoires nécessaires à un travail d'écriture professionnel. « Comment saviez-vous que c'était exactement ce dont je rêvais ?» avait-elle demandé, les larmes aux yeux. « Parce que je vous observe depuis notre premier jour et que je vois dans vos yeux cette flamme particulière quand vous parlez de littérature. Parce que je vous aime, et qu'aimer quelqu'un, c'est vouloir qu'il s'épanouisse pleinement. » Cette déclaration avait bouleversé Céleste. Cet homme qui avait la réputation d'être dur et froid se révélait être l'être le plus attentionné qu'elle ait jamais rencontré. Il anticipait ses désirs, encourageait ses rêves, la soutenait dans tous ses projets. Leur mariage de convenance s'était mué en histoire d'amour absolu. « Je vous aime, Tristan Duval », avait-elle chuchoté en se blottissant contre lui. « Je vous aime comme je n'aurais jamais cru possible d'aimer quelqu'un. Et moi, je vous aime au-delà des mots, Céleste. Vous avez transformé ma vie. Vous lui avez donné un sens que je ne soupçonnais pas. » Ils étaient restés enlacés dans cette bibliothèque qui deviendrait leur refuge, leur sanctuaire privé, où ils passeraient de nombreuses soirées à lire ensemble, à discuter littérature et philosophie, à partager leurs réflexions sur la vie et l'amour. Ce soir-là, ils avaient dîné en tête-à-tête dans la petite salle à manger, éclairés par les bougies et accompagnés par le crépitement du feu dans la cheminée. Marie-Claire avait préparé un de ses chefs-d'œuvre, escalope de foie gras poêlé, filet de bœuf aux truffes, et pour finir, un soufflé au chocolat qui avait fait fondre Céleste de plaisir. Tristan avait ouvert une bouteille de champagne Krug 1996 pour fêter l'acceptation de Céleste à la Sorbonne. « À ma brillante épouse », avait-il dit en levant sa coupe. « À mon extraordinaire mari », avait-elle répondu en faisant teinter sa coupe contre la sienne. Ils avaient bu en se regardant dans les yeux, et dans ce regard échangé, ils avaient scellé 1000 promesses d'avenir. Leur amour n'était plus une surprise, plus une découverte. C'était devenu une évidence, une force naturelle qui guidait chacun de leurs gestes. Après le dîner, ils s'étaient installés dans le grand salon où Françoise avait allumé un feu de cheminée. Céleste s'était pelotonnée contre Tristan sur le canapé de velours, sa tête posée sur son épaule, et ils avaient à parler de leurs projets d'avenir. Le centre d'aide aux familles, les études de Céleste, leur voyage rêvé, et peut-être un jour, des enfants qui grandiraient dans ce domaine empli d'amour. « J'aimerais que nos enfants connaissent l'histoire de notre rencontre », avait dit Céleste,
qu'ils sachent que parfois, les plus belles histoires d'amour naissent dans l'adversité. Ils la connaîtront, et ils sauront que leur mère était la femme la plus courageuse que j'ai jamais rencontrée. » Ces mots avaient réchauffé le cœur de Céleste. Elle repensait souvent à cette jeune fille de 19 ans qui était arrivée au domaine Duval 6 mois plus tôt, terrifiée et résignée à un sort qu'elle subissait. Cette fille-là avait disparu pour laisser place à une femme épanouie, confiante, amoureuse et aimée. Au cours des semaines suivantes, l'ouverture du centre d'aide aux familles avait marqué une étape importante dans leur vie commune. Céleste avait organisé l'inauguration avec un soin méticuleux, invitant toutes les familles qu'ils avaient aidées, ainsi que les personnalités locales qui soutenaient leur démarche. Le maire de Fontainebleau était venu couper le ruban, accompagné du préfet de Seine-et-Marne, qui avait salué leur initiative. Mais le moment le plus émouvant avait été l'arrivée d'Amélie Dubois, venue spécialement de Paris pour l'occasion. La jeune femme avait considérablement changé. Ses cheveux avaient retrouvé leur éclat, son regard sa vivacité, et elle portait un tailleur-jupe qui lui donnait l'allure d'une future avocate. Elle avait serré Céleste dans ses bras avec une émotion qui avait fait pleurer l'assistance. « Madame la comtesse, sans vous, je ne serais jamais devenue celle que je suis aujourd'hui. Vous m'avez rendu ma dignité. » « Non, Amélie, votre dignité, vous ne l'aviez jamais perdue. Nous vous avons juste aidé à la retrouver. » Marc et Sylvie Dubois étaient également présents, rayonnant de fierté pour leur fille qui reprenait ses études, et pour ce centre qui aiderait d'autres familles à éviter leur calvaire. Tous les témoins du procès Montclair étaient là, formant une grande famille unie par l'épreuve surmontée et l'espoir retrouvé. Le discours de Tristan avait été simple et émouvant. Ce centre n'est pas seulement un lieu d'aide juridique et financière, c'est un symbole. Le symbole que la solidarité peut triompher de l'exploitation, que l'amour peut vaincre la peur, que l'union fait la force. Ma femme et moi-même sommes honorés de pouvoir offrir cet outil à notre région. Quand il avait dit « ma femme », Céleste avait senti son cœur se gonfler d'orgueil. Plus de mariage de convenance, plus de contrats froids et calculés. Juste l'amour pur et simple. Les mois d'été avaient filé dans une douce tranquillité. Céleste préparait sa rentrée à la Sorbonne en septembre, dévorant les ouvrages de sa nouvelle bibliothèque et rédigeant des nouvelles qu'elle espérait un jour publier. Tristan supervisait le fonctionnement du centre qui ne désemplissait pas, recevant chaque semaine de nouvelles familles en détresse. Ils avaient également voyagé, découvrant ensemble l'Italie, la Grèce, l'Espagne. Ces voyages de noces tardifs leur avaient permis d'approfondir leur complicité, de partager des merveilles et de créer des souvenirs qui leur appartiendraient pour l'éternité. À Venise, Tristan lui avait offert une bague de fiançailles, ornée d'un saphir entouré de diamants, en lui expliquant qu'elle méritait d'avoir été demandée en mariage en bonne et due forme. Céleste Duval. « Acceptez-vous de m'épouser par amour cette fois ?» avait-il demandé en s'agenouillant sur la place Saint-Marc. « Oui, 1000 fois oui », avait-elle répondu sous les applaudissements des touristes émus. Ils s'étaient remariés religieusement en août, dans la chapelle du domaine qu'ils avaient fait restaurer pour l'occasion. Cette fois, Céleste portait une robe de dentelle française qui avait appartenu à la grand-mère de Tristan, et lui un smoking de coupe ancienne qui soulignait sa prestance naturelle. Pierre et Marguerite Moreau pleuraient de joie dans le premier rang, encore incrédules devant le bonheur de leur fille. Françoise avait organisé la réception dans les jardins du domaine, sous des tonnelles de roses blanches et de jasmin. 300 invités s'étaient pressés pour célébrer cette union qui avait commencé dans la nécessité et s'épanouissait dans l'amour véritable. Le photographe du mariage avait immortalisé ce moment où Céleste et Tristan s'étaient dit oui devant Dieu, leur visage rayonnant de bonheur. À l'automne, Céleste avait commencé ses cours à la Sorbonne, avec un enthousiasme qui l'étonnait elle-même. Chaque matin, elle prenait le train pour Paris, et chaque soir, elle retrouvait Tristan au domaine pour lui raconter sa journée. Ses professeurs avaient rapidement remarqué ses qualités exceptionnelles, et elle excellait dans toutes les matières. Un jour de novembre, alors qu'elle rentrait de cours, elle avait trouvé Tristan dans son bureau, penché sur des documents qu'il avait rapidement dissimulés à son arrivée. « Qu'est-ce que vous me cachez encore ?» avait-elle demandé en riant. « Rien d'important. Comment s'est passée votre journée ?» Mais Céleste le connaissait maintenant assez pour déceler ses petits mensonges. « Tristan Duval, vous préparez encore une surprise, à vous !» Il avait soupiré avec fausse exaspération. « Vous me connaissez trop bien, Madame Duval. Très bien, je capitule. » Il avait sorti les documents de son tiroir et les avait étalés sur le bureau.
C'étaient les plans d'une école primaire et maternelle, avec des salles de classe modernes, une bibliothèque, un réfectoire, une cour de récréation. Une école, avait murmuré Céleste. Une école gratuite pour les enfants des familles que nous aidons. Trop d'entre eux sont déscolarisés ou mal scolarisés à cause des difficultés de leurs parents. J'ai pensé que nous pourrions créer un établissement d'excellence qui leur donnerait toutes les chances de réussir. Céleste avait contemplé les plans avec émerveillement. Cette école serait construite sur une parcelle du domaine, près du centre, d'aide aux familles, créant un véritable pôle de solidarité et d'entraide. Et vous comptez faire ça quand? Le permis de construire est déjà accordé. Les travaux commencent au printemps. L'école ouvrira ses portes l'année prochaine. Une fois de plus, Tristan l'épatait par sa générosité et sa vision à long terme. Cet homme ne se contentait pas d'aider ponctuellement les familles en difficulté. Il construisait un véritable écosystème de solidarité qui perdurerait bien après eux. « Comment fait-on pour financer tout ça ?» avait-elle demandé, pratique. « Les revenus de mes entreprises suffisent largement. Et puis, nous avons reçu de nombreux dons depuis l'affaire Montclair. Beaucoup de gens veulent contribuer à notre action. » C'était vrai. Depuis le procès, qui avait défrayé la chronique nationale, des personnalités, des entreprises, des particuliers envoyaient régulièrement des chèques au centre. L'histoire de Céleste et Tristan était devenue un symbole d'espoir qui inspirait les bonnes volontés. L'hiver avait apporté son lot de moments précieux. Les soirées au coin du feu, les longues discussions dans la bibliothèque, les promenades dans le parc enneigé. Céleste excellait dans ses études et commençait déjà à rédiger son mémoire de master sur « Les héroïnes romantiques face à l'adversité » de Jane Eyre à Anna Karénine. Un soir de décembre, alors qu'ils se préparaient pour la traditionnelle fête de Noël qu'ils organisaient chaque année pour les familles du centre, Céleste avait senti que quelque chose avait changé en elle. Une fatigue inhabituelle, des nausées matinales, une sensibilité accrue aux odeurs. Elle avait d'abord préféré ne rien dire, attendant d'être sûre. Mais quand le test de grossesse s'était révélé positif, elle n'avait pas pu contenir sa joie. Elle portait l'enfant de l'homme qu'elle aimait. Cet enfant qui grandirait dans l'amour et la sécurité qu'elle-même n'avait pas toujours connu. Pour annoncer la nouvelle à Tristan, elle avait choisi le soir de Noël. Après que tous leurs invités furent partis, après que les derniers rires d'enfants se furent éteints dans le grand salon, elle l'avait pris par la main et l'avait emmené dans leur chambre. « J'ai un cadeau de Noël un peu particulier pour vous », avait-elle dit en lui tendant une petite boîte enrubannée. À l'intérieur, il avait trouvé une paire de chaussons de bébé en laine blanche avec un petit mot. « Pour papa, avec tout l'amour de maman et de notre petit miracle. » Tristan avait levé vers elle des yeux où brillaient des larmes qu'il ne cherchait pas à dissimuler. « Vous, nous allons avoir un bébé. »« Oui, pour le mois d'août, d'après mes calculs. » Il l'avait soulevée de terre et l'avait fait tournoyer en riant de bonheur, avant de la reposer délicatement, comme si elle était devenue infiniment précieuse et fragile. « Je vous aime, Céleste. Je vous aime, vous et notre enfant. » Cette nuit-là, ils avaient fait l'amour avec une tendresse nouvelle, conscients qu'ils créaient leur famille, qu'ils donnaient vie à leur amour. Dans l'obscurité douce de leur chambre, enlacés sous les draps de soie, ils avaient murmuré 1000 projets d'avenir pour ce petit être qui grandissait déjà dans le ventre de Céleste. Les mois suivants avaient été un tourbillon de bonheur et de préparatifs. Céleste continuait ses études malgré sa grossesse, déterminée à terminer son master. Tristan supervisait les travaux de l'école qui prenaient forme rapidement. Et tous deux préparaient avec amour la nurserie dans l'ancienne chambre d'amis, entre leurs deux suites. Françoise était aux anges, se comportant déjà comme une grand-mère gâteau. Marie-Claire préparait des plats spéciaux pour les futures mamans, et Henri avait commencé à fabriquer un berceau en bois de chêne dans son atelier. Au printemps, l'école Céleste et Tristan Duval avaient ouvert ses portes avec 25 élèves issus des familles aidées par le centre. Céleste, malgré son ventre arrondi, avait tenu à assister à l'inauguration et à accueillir personnellement chaque enfant. « Ces enfants auront toutes les chances de réussir », avait-elle dit dans son discours. « Ils grandiront en sachant que leur origine sociale ne détermine pas leur avenir, que l'amour et l'éducation peuvent triompher de toutes les difficultés. » En août, par une chaude nuit d'été, Céleste avait donné naissance à une petite fille, aux cheveux noirs et aux yeux gris de son père. Il l'avait appelée Marguerite. En hommage à la mère de Céleste, et espérant son second prénom,
parce qu'elle incarnait tous leurs espoirs d'avenir. Quand Tristan avait pris sa fille dans ses bras pour la première fois, Céleste avait vu sur son visage une émotion qu'elle ne lui connaissait pas. Cet homme dur et froid que tout le monde craignait fondait littéralement devant ce petit être de 3 kilos qui le regardait avec des yeux curieux. « Bonjour ma princesse », avait-il murmuré contre la joue de sa fille. « Papa et maman vont t'aimer pour l'éternité. » Marguerite Espérance Duval était née dans l'amour le plus pur, entourée d'une famille unie et de tous ceux qui les aimaient. Elle grandirait dans ce domaine de Fontainebleau, où résonnaient maintenant les rires d'enfants, les conversations des familles aidées, les bruits d'une vie pleine et généreuse. Un an plus tard, alors que Céleste berçait sa fille dans le grand salon, en regardant par la fenêtre les jardins où jouaient les enfants de l'école, elle repensait au chemin parcouru. 2 ans plus tôt, elle était une jeune fille terrifiée qu'on livrait à un inconnu pour payer une dette. Aujourd'hui, elle était une femme épanouie, une mère comblée, une épouse aimée et aimante. Tristan était entré dans le salon à ce moment-là, de retour d'une réunion avec les responsables de leur fondation qui aidait maintenant des centaines de familles dans toute la France. Il s'était assis à côté d'elle et avait embrassé le front de leur fille qui s'endormait dans ses bras. « À quoi pensez-vous, ma chérie ?» avait-il demandé en passant un bras autour de ses épaules. « Je pense que nous avons construit quelque chose de beau ensemble, que notre histoire prouve que l'amour peut naître partout, même dans les circonstances les plus difficiles. Vous avez transformé ma vie, Céleste. Avant vous, j'étais un homme amer qui se battait contre l'injustice par colère. Maintenant, je me bats par amour. Par amour pour vous, pour notre fille, pour toutes ces familles que nous aidons. » Céleste avait posé sa tête contre son épaule, respirant son parfum familier, écoutant les battements réguliers de son cœur. « Nous avons encore tant de choses à accomplir ensemble. Toute une vie, ma chérie. Toute une vie d'amour et de combat juste. » Ce soir-là, après avoir couché Marguerite Espérance dans son berceau sculpté par Henri, ils s'étaient retrouvés dans leur bibliothèque privée. Céleste travaillait sur son premier roman, inspiré de leur histoire mais transposé dans l'Angleterre victorienne. Tristan lisait les dossiers des nouvelles familles qui demandaient l'aide de leur centre. « J'ai une idée », avait dit Céleste en levant les yeux de son manuscrit. « Je vous écoute. Et si nous écrivions ensemble un livre sur notre expérience? Un guide pour les couples qui se marient par arrangement, pour leur montrer qu'on peut transformer une union forcée en amour véritable. » Tristan avait souri. « C'est une excellente idée. Nous pourrions l'intituler « Du contrat à l'amour » ? Parfait. Nous le dédierons à Marguerite Espérance et à toutes les familles qui ont trouvé l'espoir grâce à notre centre. Ils avaient commencé à écrire ensemble cette même nuit, lui racontant sa version des événements, elle la sienne, mêlant leurs voix et leurs émotions pour créer un récit qui aiderait d'autres couples dans leur situation. 5 ans plus tard, Du contrat à l'amour était devenu un best-seller international traduit en 15 langues. Céleste avait obtenu son doctorat en littérature et enseignait maintenant à la Sorbonne tout en continuant d'écrire. Tristan dirigeait un réseau de centres d'aide présents dans toute l'Europe. Ils avaient eu 2 autres enfants, Pierre-Alexandre et Louise-Victoire, qui grandissaient dans l'amour et la joie au domaine de Fontainebleau. L'école comptait maintenant 150 élèves et beaucoup d'entre eux poursuivaient des études brillantes grâce aux bourses créées par la Fondation Duval. Philippe Monclerc était mort en prison, seul et oublié, ses crimes ayant définitivement terni sa réputation. Son réseau avait été entièrement démantelé et de nouvelles lois protégèrent mieux les familles contre l'usure et l'exploitation. Par un beau soir de juin, alors que Céleste et Tristan se promenaient dans leur parc, en regardant leurs enfants jouer avec ceux de leurs amis, ils s'étaient arrêtés près de la roseraie qu'ils avaient planté ensemble pour leur 10e anniversaire de mariage. « Regrettez-vous parfois notre vie d'avant » avait demandé Céleste. « Quelle vie d'avant » ? « Ma vie a commencé le jour où vous avez franchi le seuil de ce domaine avec votre contrat sous le bras. Même nos débuts difficiles, surtout nos débuts difficiles, ils nous ont appris que l'amour véritable se mérite, se construit, se fortifie dans l'épreuve. Nous ne serions pas les mêmes si nous nous étions rencontrés dans un salon parisien. » Céleste avait souri, caressant machinalement son ventre où grandissait leur 4e enfant, une surprise merveilleuse qu'ils avaient redécouverte le mois précédent. « Je vous aime, Tristan Duval. Je vous aime pour l'homme que vous étiez, pour celui que vous êtes devenu grâce à nous, et pour celui que vous serez encore.
Et moi je vous aime, Céleste Duval, pour avoir transformé un contrat de mariage en chef-d'œuvre d'amour. Ils s'étaient embrassés sous les roses blanches que Tristan avait fait planter en l'honneur de leur amour, entourés par les rires de leurs enfants et de tous ceux qui avaient trouvé refuge et espoir grâce à leur action. Leur histoire, commencée dans la contrainte et l'adversité, s'épanouissait maintenant dans la plénitude et la sérénité. Ils avaient prouvé que l'amour peut naître partout, grandir malgré tout, et transformer les vies les plus brisées en symphonies de bonheur. Car au final, Céleste et Tristan Duval avaient découvert la plus belle des vérités. Que l'amour véritable ne se décrète pas dans un contrat, mais se révèle dans les actes quotidiens, se fortifie dans les épreuves partagées et s'épanouit dans la construction commune d'un avenir meilleur. Leur conte de fées moderne continuait jour après jour dans la joie simple d'une famille unie et l'accomplissement d'une mission qui donnait un sens à leur existence. Et quelque part dans les étoiles, leurs destins entremêlés brillaient comme un phare d'espoir pour tous ceux qui cherchent encore leur chemin vers l'amour.